Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, l'insécurité, un fléau français. Et en seconde partie, l'identité française, nuisible ou espèce protégée? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un criminologue, enseignant et essayiste spécialisé dans la criminalité et le terrorisme. Il a fait ses classes politiques au mouvement nationaliste Occident, puis entre au Conseil national d'ordre nouveau, qui, en pleine guerre froide, est le fer de lance de l'anticommunisme en France. Il se consacre ensuite à son cœur de métier. Il devient directeur de la collection Criminalité internationale aux prestigieuses presses universitaires de France. Il sera professeur à l'Institut de criminologie de l'Université de Paris 2 Assas et directeur des études et recherches du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Il est aussi professeur à l'École supérieure de police criminelle de Chine et directeur de recherche au Centre de recherche sur le terrorisme et le crime organisé à l'Université de droit et de sciences politiques à Pékin. Il a signé 27 livres, dont 4 avec Alain Bauer. Les 2 derniers sont « À qui profite le djihad ?» et Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Du terrorisme à la géopolitique, il n'y a qu'un pas qu'il franchit en 2007 en soutenant une thèse intitulée « Entité, territoire, flux dans l'ère balkanique, une géopolitique des menaces, terroristes ou criminelles, est-elle possible ?» Fort de son expertise, il intervient dans de nombreux médias. Il écrit à l'Express, au Figaro Magazine et à Valeurs Actuelles. Il intervient sur France 5 et chez Frédéric Tadei sur France 3. Depuis 2023, il dirige le libre journal des enjeux sécurité sur Radio Courtoisie. Mais c'est surtout à TVL que l'on trouve l'essentiel de ses interventions télévisées avec près de 25 émissions de grande audience. Je vous demande d'accueillir Xavier Hofer. Bonjour Xavier. Merci. Et bravo à vous tous qui êtes là, toujours aussi nombreux et fidèles au rendez-vous. Donc on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté. Alors la tradition, vous la connaissez, bien sûr, cher Xavier Hofer. L'invité principal est entouré de sociétaires d'un soir. Donc je suis ravi de vous les présenter. Ce soir, on est ravis d'accueillir, je vous demande d'applaudir bien fort, Driss Ghali. Il vient de signer aux éditions L'Artilleur, donc l'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Tout un programme. Soyez le bienvenu, cher Driss Ghali. À vos côtés, cher Driss Ghali, on est ravis, et c'est une première aussi, je crois, à Bistro Liberté, de le recevoir. C'est un confrère. Il est journaliste, il est reporter, plus particulièrement chez Frontières. Il s'appelle Jordan Florentin. Bonsoir Jordan, vous allez bien ? Ça va ? Bon, on va pas se mentir, on se connaît un petit peu, donc peut-être qu'on va risquer de se tutoyer, mais je pense qu'il faut quand même garder une distance, comme on dit. En tout cas, bravo, cher Jordan, parce que c'est vous qui êtes à l'origine d'un sacré... Enfin, un résultat, on peut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, vous avez fait parler de Frontières beaucoup, puisque vous avez vu cette non-élection de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, et vous avez pris des risques. Donc je pense qu'on peut d'ailleurs beaucoup vous applaudir là-dessus, parce que... Il faut dire que c'est un gros coup quand même. Là. C'est un gros coup. C'est la première fois que dans ce sens-là, ça se passe. Est-ce qu'on est responsable ? Je ne sais pas. En tout cas, on avait pour ambition être Frontières de créer une sorte de Mediapart de droite. Je crois qu'on y est parvenu. Ça y est, il y a enfin un média de droite qui déterre, qui fouille, qui creuse sur des candidats de gauche qui voulaient cacher les profils qu'il a mis sur sa liste, à savoir Louis Boyard, avec des pro-Hamas, avec des délinquants sur sa liste. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on a fait a pu au moins avoir une influence sur le rôle qu'a joué le PS dans cette élection, à savoir ne pas soutenir Louis Boyard, et qui a peut-être ouvert les yeux des habitants qui avaient peur de voir un jeune de 24 ans, un arriviste, gagner cette commune.
Et puis alors donc il y a aussi un spécial donc de Frontières en kiosque désormais, consacré au sujet qu'on va aborder bien sûr ce soir. Premier hors-série qui est sorti tout récemment, qui est toujours en kiosque, qui est toujours en vente sur notre site, qui concerne les coupables de l'invasion migratoire, c'est-à-dire les avocats, les juges, les ONG, les magistrats. Alors ça ne plaît pas au Conseil national des barreaux d'avoir dévoilé le nom. On a fait le top 3, une espèce de podium des avocats les plus fans de l'idée de défendre des migrants, qui d'ailleurs eux-mêmes l'assument. Ils l'assument un petit peu moins depuis qu'on a mis un peu le nez dans la fourmilière, notamment avec le fait que, par exemple, par dossier, par migrant, un avocat peut se faire jusqu'à 5 300 € avec l'aide juridictionnelle d'État, c'est-à-dire avec nos impôts, avec vos impôts. Voilà. Et là-dessus, on a mis coup de pied dans la fourmilière. Ça n'a pas plu au Conseil national des barreaux, ça n'a pas plu à Gérald Darmanin, qui l'a soutenu, et qui va certainement d'ailleurs se mettre en porte-à-faux avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui tente d'expulser, tente de mener une politique assez ferme sur l'immigration irrégulière. Et voilà Darmanin qui, en face, lui, soutient les associations pro-migrants. Eh ben, on va suivre tout ça avec attention. Et puis alors sur la droite, il y a donc deux habitués, en tout cas qui reviennent, et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je suis pas très galant parce que j'ai commencé par les messieurs. Donc c'est pour garder la meilleure pour la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Théorie. Oui, un présupposé. L'identité confuse. Donc on est ravis de recevoir à nouveau l'influenceuse Erga. Merci beaucoup. Donc des sujets, je pense, qui vous parlent, comme à nous d'ailleurs, particulièrement, puisqu'on va parler, vous l'avez compris, beaucoup d'immigration et d'identité ce soir. Et en parlant d'identité, eh bien à côté de vous, cher Erga, Jean-Eudes Gana aussi. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes militant identitaire, on peut dire ça, et père de famille, vous disiez, voilà. Mais c'était la fonction. Militant identitaire bien compris, j'ai continué, j'ai fait des enfants. Bon, voilà. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous à nos côtés, aux côtés de Xavier Roffer ce soir. Alors, cher Xavier, on va commencer par donc une introduction, on va dire, pour parler de quelques sujets d'actualité. D'abord, en effet, cette élection, enfin cette non-élection plutôt de Villeneuve-Saint-Georges, vous l'avez un peu suivi. Ça dit quoi, selon vous, voilà, qu'il y ait eu toute cette polémique autour de ce candidat qui finalement, contre toute attente, on pensait qu'il allait être élu, hein, il y avait un risque. Et puis au final, la population, est-ce qu'on peut dire ça, s'est mobilisée ou... Pas tellement... La division de la droite n'a pas marché. Voilà. Je n'ai pas suivi tellement cette affaire, sauf pour sa conclusion. Ouais. Et je tiens à rendre hommage au génie anonyme jusqu'à présent en matière de mauvais jeu de mots qui a dit « il n'est pas si fort Boyard ». Ça m'a beaucoup plu. J'adore les jeux de mots qu'on appelait dans le temps de garçon de bain, et celui-là, c'en est un superbe, ça m'a bien plu. Alors, je vais vous dire pourquoi il a échoué. Parce que c'est une constante historique. Il n'y a pas d'exception. Alors, c'est rare les règles auxquelles il n'y a pas d'exception. Les trotskistes échouent toujours. C'est une machine à se planter. Chaque fois qu'ils sont trois, ils font scission. Bien entendu. De votre part. Oui, c'est un avis. Dans votre parcours, on ne peut pas vous soupçonner d'être pro-Trotsky. Non, j'ai passé 10 ans à être le souffre-douleur, l'esclave, le factotum d'un homme qui était très dur intellectuellement, qui avait été le premier Français à rejoindre Lénine en 1917, qui a suivi Lénine à Moscou en 1917, qui est devenu l'un des secrétaires de l'Internationale communiste, du Comintern. Il s'appelait Boris Souvarine. Et donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé à l'Institut d'histoire sociale avec Boris Souvarine. Boris Souvarine qui connaissait très bien Trotsky, qui connaissait très bien tous ceux qui étaient ce qu'on appelle les oppositionnels à Staline. Boris lui-même avait fui l'Union soviétique quand Staline avait pris tout le parti sous son emprise à partir de 1926. Il s'était rapproché des sociaux-démocrates. C'est lui qui conseillait Léon Blum sur les affaires du mouvement communiste international, qui était très mal connu. C'était une espèce de secte. Les gens à l'extérieur ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. C'était Boris qui le faisait. Et Boris m'a toujours dit qu'il avait gardé une sympathie pour Trotsky quand il était exilé, quand il était au Mexique, mais que dès que Trotsky avait fondé de mémoire en 1934, la 4e internationale, il lui avait dit c'est une ânerie et ça ne marchera jamais. Et c'était prémonitoire et prophétique car ça n'a jamais marché. Dès la création de la 4e internationale à partir de Mexico par Léon Trotsky,
en France, il y a 2 groupuscules de 50-60 individus qui sont à la gorge les uns des autres, qui s'entretuent, même des fois avec des batailles physiques, et ça n'a jamais cessé depuis. Donc, ils échouent toujours au pied du podium, et cette fois-ci, comme les autres. Alors, bien entendu, c'est bien d'avoir contribué à la chute, parce que c'est mieux quand on fait trébucher l'ennemi. Il a été même menacé, vous avez été... Oui, bien sûr. Violemment fois de me faire couper la tête. Voilà. Carrément. C'est pas rien, bien sûr, quand même. par des soutiens de Louis Boyard qui assumait face caméra soutenir le Hamas. En fait, c'est ça la vraie bascule qu'il y a eu dans cette campagne. C'est que là où on reprocherait à l'extrême droite, la fameuse, ou au Rassemblement national, d'avoir des soutiens qui assumeraient être proches de certains mouvements identitaires, ou voilà. Ouais. Là, Jordan Bardella aurait débranché tout de suite, comme il l'a fait d'ailleurs sur la campagne législative. Dès qu'un média de gauche a épinglé une brebis galeuse dans ce mouvement, Jordan Bardella et le Rassemblement national ont reculé. Moi, j'estime qu'ils auraient dû les soutenir jusqu'au bout. C'est parce qu'il y a eu, il y a 10 ans, une petite blague soi-disant raciste sur un compte Facebook qu'on va débrancher un candidat. Non. Voilà, je pense qu'ils auraient dû tenir. En revanche, en face, alors qu'on a des soutiens assumés du Hamas, des personnes qui, quand on leur demande est-ce que vous considérez que c'est un mouvement terroriste, nous disent non, ce n'est pas un mouvement terroriste, c'est la résistance palestinienne, c'est tout, et qui m'ont même affirmé face caméra qu'il n'y avait pas eu de violence ni de viol le 7 octobre. Alors que tout ça a été documenté, voilà, ils m'ont demandé si j'avais vu ces viols. J'aurais pu leur répondre, est-ce que vous avez vu les morts de vos yeux au Bataclan? Non, et pourtant ça a bien existé. Donc on a ces personnes qui, face caméra, assument soutenir le Hamas, et Louis Boyard, et Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard qui avait fait le déplacement, aucun n'a jamais condamné ces soutiens sur la liste. Donc ça en dit long aussi sur, on y reviendra, sur la liste communautariste qui a essayé de monter Louis Boyard. Alors, soyez tranquilles, rassurez-vous, les trotskistes sont une boussole qui, de manière irréfragable, marque le Sud, et ils ont toujours soutenu les mauvais. Ils ont soutenu le MNA contre le FLN pendant la guerre d'Algérie. Certains même ont flirté avec la collaboration en infiltrant des mouvements collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si jamais vous voyez un trotskiste soutenir une cause politique, vous savez qu'elle est foutue. Il ne faut pas investir là-dedans. Voilà. Si je puis me permettre, et malgré le respect que j'ai pour votre grande culture historique et politique et pour votre longue mémoire, j'ai hélas l'impression que ce n'est pas tellement une question de trotskisme et que certes les trotskistes ont une boussole qui montre le Sud, mais que là le Sud est venu à nous. Et qu'en fait dans l'élection de Villeneuve-Saint-Georges, c'est plutôt les pays du Sud qui sont là et que ce n'est même plus une question de trotskisme, stalinisme, maoïsme, mais plutôt l'invasion, il faut le dire, ou le remplacement de population qui fait qu'au-delà des idéologies de chez nous, on a plutôt face à nous des gens qui sont en fait dans une logique communautaire, conquérante. Vous avez vu le nouveau chroniqueur de France 5, là, c'était à vous, non? J'ai vu que tu avais partagé quelque chose, mais... Faut pas en parler, c'est raciste. Alors, c'est Nathalie Loiseau. Je disais pas ça par hasard, parce qu'encore aujourd'hui, il y a un des 3 courants trotskistes. Alors, ils sont quelques milliers dans toute la France, donc pourquoi ne pas être 2 ou 3, c'est encore plus drôle. On peut comme ça se chamailler entre soi. Et donc, il y a un des courants trotskistes qui a pour local le siège historique du courant lambertiste du trotskisme. Et c'est toujours là où... Et c'est vrai que Mélenchon est un lambertiste en plus. Ces réunions et où se réunit l'espèce de comité directeur de la France Insoumise. Ils sont complètement inféodés à eux. Et vous ne pensez pas qu'ils vont être remplacés, tout simplement? Ouais. Il y a d'autres raisons. En fait, il faut reposer le contexte déjà sur Villeneuve-Saint-Georges. C'est à peu près 35 000 habitants. Ancienne ville industrielle avec le fret ferroviaire qui passait, tout ça, et qui est complètement désindustrialisé. Et comme beaucoup de communes françaises qui ont été désindustrialisées, eh ben, on a une arrivée comme ça de la gauche qui a expliqué dans les années 80 que baisse du service public, on va vous retrouver de l'emploi, on va attaquer le chômage, etc. Donc en fait, il y avait eu cet électorat socialiste communiste qui était arrivé dans ces communes et avec une arrivée massive aussi d'étrangers. 35 000 habitants à Villeneuve-Saint-Georges, il y a 13 000 étrangers sur les 35 000 et 12 000 électeurs. Et les 10 000 restants, c'est les non-inscrits ou des mineurs. Et sur les 12 000 électeurs, il y en a seulement 40% qui sont allés voter, donc ça représente 4 000 voix à peu près. Et sur cette commune, en fait, Louis Boyard, il a clairement galvanisé les cités et les quartiers, les a chauffés à blanc, en estimant qu'en fait c'était comme ça qu'il allait gagner la commune, en disant vous êtes des opprimés, vous êtes des malmenés, et puis bien sûr en saupoudrant tout ça de Gaza et de Palestine, parce qu'en fait, même des gens de gauche qu'on a rencontrés sur la commune nous disaient il n'a parlé que de ça, il avait 2 sujets, la Palestine et être contre le RN. C'est-à-dire qu'un électeur de gauche que j'ai rencontré, qui m'a dit vivre là depuis plus de 30 ans, m'a dit je ne reconnais plus la ville, donc il faisait référence au grand remplacement, cher à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et il me disait même, le maire actuel, Philippe Gaudin, qui a eu des acquaintances avec le FN, il me disait, ça me fait mal de le dire, mais la ville est devenue plus propre et sans dealer.
Et moi, je suis de gauche, je me reconnais pas dans Boyard. Je suis fils d'ouvrier, moi, ma gauche, c'est François Ruffin. Donc il y a aussi cette logique-là. J'aimerais bien avoir l'avis de votre collègue à côté de vous, Driss Ghali. Donc, l'identité d'abord, je le redis, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, donc par l'auteur de Français, ouvrez les yeux, aux éditions L'Artilleur. Comment est-ce que vous percevez ça? Il y a eu beaucoup de gens d'origine immigrée qui n'ont finalement pas voté pour Loup Boyard. Donc, c'est intéressant. Finalement, est-ce que même les Français, à dire pas seulement de souche, mais d'origine immigrée, finalement, est-ce que c'est pas la fin d'LFI pour vous? Voilà, j'anticipe un peu. Il faudrait voir le vote musulman dans cette ville et pour voir pour qui il a voté. Vraiment. Là, on aura vraiment une mesure pour savoir si la théorie de LFI a fonctionné. Elle a fonctionné dans les autres élections, en juin, juillet dernier. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a moins bien fonctionné. Ce qui me semble certain, c'est que l'effet Gaza est en train de passer. Avec l'échange des otages, c'est l'hystérie causée par Gaza est en train de passer. Il y a aussi, j'ai l'impression, une espèce de... Chez les filles, ils sont dans la facilité. Il y a quand même des problèmes des banlieues qui sont à résoudre par le bon sens. Qu'on peut être passionné par Gaza, mais il faut quand même que le bus passe en bas de chez soi le matin, il faut que les gosses aillent à l'école, il faut que l'inflation soit contrôlée. Et là, on ne voit pas ça chez ces gens-là, notamment chez ce monsieur, qui est dans la zone de facilité. Je pense qu'il y a eu peut-être un retour de flamme à ce niveau-là. Mais de toute façon, on peut se réjouir sur Villeneuve, mais le problème... Enfin, ils ouvrent les yeux ou pas, comme vous le dites là? Ils ouvrent les yeux, les Français, enfin, ou pas? Non, ceux qui ont ouvert les yeux les ont ouverts, mais une partie reste sous coma profond identitaire. Nous avons un coma identitaire profond. Pourquoi? Parce que nous sommes restés des catholiques et nous avons remplacé l'Église et le catholicisme par la pensée de gauche. Donc c'est une pensée religieuse. Donc même si on se prend le mur, c'est pas grave. Parce que le catholicisme, il a bien survécu à l'Inquisition. Et ce qu'on a fait aux protestants, les gens ne pensaient même pas à en discuter. Parce que c'était beaucoup moins de morts que le communisme. Évidemment, je suis d'accord. Bien sûr. Qui est aussi une religion, dans un sens, bien sûr. Donc, me semble-t-il, pour une bonne partie des Français, on est dans un phénomène religieux. Et donc, c'est difficile de se réveiller d'un phénomène religieux parce qu'il faut une autre religion à la place. Et on n'y est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles ont encore un boulevard devant eux, parce que le malaise identitaire en banlieue est énorme. Il n'y a pas que Gaza. Gaza, c'est le bling-bling, parce que c'est la Jérusalem. Pour nous, les musulmans, tout ce qui est lié... Nous, les musulmans, nous sommes beaucoup dans l'ostentation. Disons la culture nord-africaine, on existe pour les autres. Donc si je mets ici la bosse de la prière et le kéfier, en général, je gagne des points. Donc Gaza, ça rentre là-dedans. C'est la vertu affichée. C'est comme les bobos qui font du compostage. Nous, c'est Gaza. Bon, c'est un peu le truc. D'ailleurs, toute petite précision, la numéro 2 de la liste de Loup Boyard, Fadwa Sadak, a fait la campagne avec un kéfier palestinien, avec une mention en arabe marquée « Jérusalem est à nous ». Et quand on pose la question à la liste, qu'est-ce que vous entendez par « nous », qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont incapables de répondre. Sous-entendu, il faut rayer Israël de la carte. Oui. Donc, il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas terminé. Vous avez le malaise identitaire, il n'arrête pas d'augmenter. Aucune solution, ni à droite, ni à gauche. Mais il est là. Les jeunes sont là. Il faut faire des gosses. Il faut bien. Et l'identité, c'est incontournable. On va en parler tout au long de l'émission. Mais la seule chose qui puisse jeter un point, peut-être que ce ne sera pas Mélenchon qui va en profiter. Peut-être qu'il y aura un leader issu des banlieues. Je ne le connais pas. Mais voilà. C'est évident, le problème de Loup Boyard, c'est qu'il est blanc. Enfin, je veux dire, toute cette coalition anti-blanche, et j'ai regretté un petit peu, même si j'admire franchement ton courage physique d'être allé là-bas et un certain nombre de choses, que tu aies focalisé ta critique de la France insoumise sur le Hamas. En fait, le Hamas, c'est pas un problème qui est français. Et de la même manière que la France insoumise est en train de faire campagne pour les Palestiniens et contre le RN de manière déconnectée, j'ai le sentiment qu'une partie de la droite, du coup, par contradiction, est en train de faire campagne contre le Hamas et quasiment pour Israël. Enfin, j'exagère, mais en fait, je crois que le problème de fond de la liste de Louis Boyard, c'est qu'il avait une rhétorique anticolonialiste en France, alors que les colonisés, c'est nous, et qu'en fait, c'était une liste anti-française qu'il a passé son temps à se mettre subtilement, ou pas d'ailleurs, en scène au milieu de gens qui étaient d'origine extra-européenne, et que la raison pour laquelle il ne gagne que 10%, ce qui est déjà énorme, donc c'est déjà une victoire. Il passe de 24 ou 27% à 37%, c'est ça? Oui, il gagne 10 points, mais il en perd beaucoup par rapport aux législatives. Certes, mais il y a moins de votants. Et le gros drame, quand même, c'est juste que en fait, le plafond de verre d'LFI, ce sont les Blancs. Et un jour, ce plafond de verre va sauter. Les gens en banlieue, donc pour parler pudiquement, les banlieusards, alors en réalité, les gens issus de l'immigration continuent de faire des enfants.
Et donc j'ai du mal à croire que LFI soit un parti condamné, au Alors contraire. attention, si on n'a pas uniquement fait la campagne en tout cas suivi cette campagne sur le Hamas, on a aussi étudié le fait qu'il y avait 2 délinquants sur sa liste, dont un qui s'était introduit dans une école avec armes, transport et trafic de stupéfiants, violence, recel de vol, enfin beaucoup de choses comme ça. Bon, alors, mais Fadwa Sadat qui, elle, portait ce tchéfier palestinien. Donc il y a de ça. Mais ce qui a aussi causé la défaite de Loubayar hier, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir dimanche de la campagne de Loubayar, c'est qu'en fait, il y a eu un front républicain qui enfin s'est mis en place, le véritable cordon sanitaire, un vrai cette fois, qui n'a pas été contre le RN, mais qui a été contre la France Insoumise, avec des Français, des retraités, moi que j'ai rencontrés, qui m'ont dit on a peur de Loubayar. Donc il y a eu de tout ça qui a joué, et puis surtout, fait intéressant sur le fait que Loubayar, effectivement, moi je me gêne plus aujourd'hui de parler de couleur de peau, parce qu'ils le font. Oui, il est blanc, et il est venu en écartant Mamadou Traoré, qui était le candidat prédestiné, qui était le candidat des banlieues, qui n'a rien à voir avec Assa Traoré, si ce n'est le nom, et qui était prédestiné à diriger cette campagne en tête de liste. Louis Boyard est arrivé, faut pas oublier, c'est un bourgeois parisien, fils de chef d'entreprise, qui est arrivé, qui a écarté Mamadou Traoré en disant je vais venir avec mes gros sabots de LFI parisiens. Eh bien, ça n'a pas collé à la situation, ça n'a pas collé au niveau local parce qu'il n'a jamais évoqué les sujets locaux. Et puis ça illustrera aussi la déchirure qu'il y a dans le nouveau Front populaire, entre d'un côté le PS et de l'autre l'espèce de nouveau front communautaire. La France Insoumise ne cherche à jouer que là-dessus. Ok, voilà pour Villeneuve-Saint-Georges, on a, je crois, assez parlé. Lou Bayard ne mérite pas plus de publicité. Juste un mot, et là j'aimerais faire réagir Erga. Je reviens à mon humoriste passé sur France 5 qui insulte la police et traite le public de Miss France de porc dans ses chroniques sur France Inter. Il s'appelle Merwan Belhazar. Erga, comment vous avez réagi à donc, la venue de ce chroniqueur, on va dire, avec une apparence un petit peu inattendue quand même sur le service public? Ça vous a inspiré quoi? À vrai dire, j'étais pas vraiment au courant. Enfin, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux À vrai dire, non. Non? Ah Non. bon, vous êtes bien la seule alors. Ouais. Bon. Mais vous allez me raconter. Ici vous avez vu ce monsieur donc, qui est en... On ne fait même plus attention, on en voit tellement dans le bus. Oui, Non mais là, on n'a pas franchi un pas quand même. Là, j'aimerais... Un gros barbu, humoriste. Alors, je n'ai vu que des images comme ça. C'est mais pas le fait d'être juste barbu. Oui, il a le package complet, le cosplay, disons, de l'islamiste. Ouais. Ah ben rien d'étonnant, oui. Rien d'étonnant. Driss, Je n'ai pas vu, mais bon, on n'est pas on va étonné. montrer le tweet, Ouais, on va très l'afficher bien. à l'antenne. On n'est plus étonné avec ce qui se passe dans ce pays. Et nos élites ne savent plus quoi faire pour se suicider et nous suicider. C'est une euthanasie généralisée et c'est une confusion généralisée. Alors, vous avez un président qui se prend pour un Américain. Il a failli pleurer la Kamala Harris qui n'a pas été élue. Voilà, enfin, franchement, on est dans un délire total où il se prend pour un Allemand avec Ursula, tout ça. Et vous avez une banalisation de la présence islamique en France qui... Moi, je suis musulman, un peu pratiquant. C'est pas une question, c'est pas l'ennemi, c'est juste l'étranger. L'identité, c'est dire que ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas un pays musulman. Il peut y avoir des très bons Français musulmans, c'est pas le problème. Mais nous ne sommes pas un pays musulman. Nous sommes en train de devenir un pays musulman. Bon, ok, on peut en discuter. Et donc le service public qui traduit cette complète confusion de nos identités. Il appuie sur l'accélérateur. Et vous avez là-dedans un phénomène, vous avez deux choses. Vous avez le phénomène, ce que je dis, de l'identité complètement détraquée. On a le GPS qui est complètement cassé, mais on a aussi un problème, un sujet parisien. Il y a une bulle parisienne. Et on crève de cette bulle parisienne. Cette bulle parisienne, elle a voulu le socialisme. On a vu le résultat. Elle a voulu l'Europe. On a vu le résultat. Elle a voulu Biden, blablabla, Obama. On a vu le résultat. Rappelez-vous, Biden nous a piqué le contrat des sous-marins nucléaires. Même Trump ne fera pas ça, parce que Trump, au moins, il ne l'a fait pas comme ça. Et vous avez cette bulle maintenant. Aujourd'hui, elle veut son islam de proximité, son islamisme de proximité, parce que le compte... La collaboration à Paris, c'était quand même plus fort qu'à Vichy. Hein. Il y a les milieux collaborationnistes de Paris, c'était 2 fois plus fort, enfin, en termes de fanatisme. Parce que Vichy, au moins, ils avaient le prétexte de vouloir amadouer le loup allemand, le fauve allemand. Et nous avions 2 millions de prisonniers en Paris, s'est jeté sur l'Allemagne, les milieux... On y est aujourd'hui parce que... C'est une bulle. Et on est traité de raciste si on a le malheur, Jordan, comme Nathalie Loiseau. Pourtant, j'ai pas envie de la défendre, mais si sur... Traiter Nathalie Loiseau de raciste, il faut y aller quand même. Il faut y aller. Non, mais ce qui est très intéressant et ce qu'il faut noter, il y a cette proximité qui vient d'une élite parisienne, de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine, qui rigole à la moindre vanne, parce que c'est censé être un humoriste, qui se marre comme ça à côté de lui, mais parce qu'en fait, elle veut montrer sa tolérance, elle veut montrer à quel point elle est complaisante avec tout ça. Elle veut le montrer aux Parisiens.
Elles veulent monter parce qu'ils vivent entre Parisiens. C'est ça le drame. C'est comme les Californiens de Los Angeles. Là, hein, et surtout, les tweets qui ont été exhumés de ce monsieur où il explique que la place de la femme est dans la cuisine, est au foyer, ne devrait pas être dans l'espace public, où il explique que la charia est plus importante que les lois de la République. Quand on sort ces tweets, on nous répond « oui, mais c'était de l'humour ». Très bien. Vous imaginez si Elon Musk avait dit c'est de l'humour, le cœur que j'adresse à la foule. Là, on n'a eu le droit à aucune défense. On n'a pas du tout eu le droit d'expliquer que c'était de l'humour. En revanche, quand un islamiste avec une barbe qui dit tout aussi, parce qu'il y a de la tenue, il sait ce qu'il fait en venant sur le service l'audiovisuel public français, en se montrant devant des milliers de téléspectateurs et en affichant ces codes-là qui se banalisent. On a vécu la même chose depuis des années avec l'entrisme du voile islamique dans nos imaginaires collectifs. Désormais, il est admis sur l'espace public, avec nos impôts, un homme avec une barbe d'islamiste soit présenté comme ça de façon banale. Et tous les humoristes n'ont pas la même clémence. Je vois Dieudonné, ne bénéficient pas de la même clémence. Dieudonné, c'est un humoriste aussi. Et voilà, il n'est pas sur le service public et voilà. Il a été obligé pendant des années de faire de l'humour dans un bus. Donc il y a le bon et le mauvais humour, quoi. Et il a les procès. Un mot de l'international, vous parliez de Trump, j'aimerais faire agir Xavier là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des premiers jours de mandat de Donald Trump, Xavier Hofer ? Il va fort, hein, en tout cas. Oui, il y a une fascination qu'il a éprouvée en... Tous les dirigeants politiques qui vivent, américains, français et autres, ils vivent généralement dans une bulle avec leur cours. Et il est rare que la bulle éclate et qu'ils voient quelque chose d'autre. Et là, le côté totalement extravagant, pic de la mirandole d'Elon Musk, ça l'a fasciné. Et Elon Musk a dû, j'étais pas dans la pièce, mais a dû lui expliquer que Silicon Valley, pour gagner de nouveaux marchés, pour s'imposer à la surface du monde, avait une méthode, le fait de tout faire exploser, disruption en anglais, le fait de faire éclater les structures. Et Trump a trouvé ça très bien. Alors c'est ce qu'il fait. Quand Mark Zuckerberg a créé Facebook, etc., le premier local qu'ils avaient était un local dont tout criait l'idéologie libertarienne, c'est-à-dire faire péter toutes les structures. Naturellement, il était propriétaire du terrain sur lequel il était et de la rue qui amenait entre la première grande artère et puis son bureau et l'immeuble en question. Et l'adresse officielle de Facebook, c'est 1 allée des Pirates, One Pirate Way. Hein. Et dans la grande salle commune où il y a le réfectoire, il y avait la phrase écrite en lettres de 2 mètres sur le mur, « Move fast and break things ». Foncez et cassez tout sur votre passage. Voilà. Donc c'est cette méthodologie propre à la Silicon Valley de disruption que Elon Musk a mis, semble-t-il, dans le cerveau de Trump. Et au début, ça marche. Savoir que sur les affaires de Gaza, de Palestine, de libération, d'otages, de négociations, avec le pauvre Gaga Biden, ça bougeait pas d'un millimètre depuis des mois. Là... Alors il est arrivé à la télé, il a dit voilà, vous avez 1 semaine, ça serait aussi bien que vous aviez trouvé une solution dans la semaine, autrement tonton Trump va se fâcher tout rouge et ça va être l'enfer sur terre. Et par une amusante coïncidence, hop, tout le monde négocie, et puis il y a le premier... Vous avez vu Trudeau... Voilà. Sauf pour l'Ukraine et la Russie, il a dit la même chose, et là, ça ne s'est pas dégoupillé en un jour. Hein. Alors non, c'est pas ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il fallait commencer à s'engager dans la voie de la résolution dès le jour numéro 1. De ce que je sais, des négociations sont en cours. Des négociations ne sont pas simples, hein, mais en gros, c'est amorcé. À savoir que des proches de lui, le patron du Conseil national de sécurité, son ministre des Affaires étrangères, ont commencé à dire que voilà, la plaisanterie avait assez duré. Elon Musk, qui fait un travail formidable d'inspection à l'intérieur du système fédéral américain, a poussé... Pas plus tard qu'aujourd'hui, Vladimir Zelensky a dit qu'il n'avait pas touché 170 milliards, mais il y avait en gros 90 milliards de dollars, hein, dont ils ne savaient pas trop où ils étaient passés et tout. Donc, ah oui, la
la plus grosse moitié, si vous voulez. Et donc, c'est en train de semer un bazar absolument terrible. Plus personne va vouloir donner un sou à l'Ukraine. Et là, c'est le commencement de la fin, quoi. Donc, je pense qu'à terme, on est sur une voie qui va amener une résolution du conflit à, si j'ose dire, à la palestinienne, à savoir... dépêchez-vous parce qu'autrement ça sera pire. Quoi. Et ça c'est pour les conflits, mais moi je parlais même sur le boxon qu'il a foutu sur le plan économique, même Bernard Arnault, je ne sais pas si vous avez vu cette polémique, voilà, qui a commencé à dire que voilà, on allait droit dans le mur si on ne faisait pas comme les Américains en baissant l'impôt sur le revenu. Il y en a quelques-uns là même en égo international, Trudeau qui a essayé de dire qu'il fallait faire comme Trump à l'envers, enfin là c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer quand même, non? Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Driss Ghali. Bon, il nous donne des leçons de politique parce qu'il profite du chaos du camp du bien. Ils sont chaos. Kamala Harris, bon, Biden est presque est parti, oui. Sénile. Kamala Harris ne dit plus rien. Les Obama, le couple Obama apparemment va se séparer. Il y a eu des trahisons. Ah oui il faut suivre les pages. Il faut suivre les pages, les bonnes pages. Oui, je suis passionné par les parce que la vie se passe aussi dans l'alcool. Vous allez parler d'une autre humeur. Alors, non, bon. Je ne suis pas assez inclusif. Donc, il y a Obama, ils vont mal. Il y a eu une trahison avec Jennifer Aniston. En tout cas, si c'est vrai, ça le remonte dans mon estime, de loin, le grand Obama. Non, mais le camp du bien est KO. Donc, Trump, il fonce, comme le dit M. Hofer. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il comment dirais-je, moi je suis très frappé par la vigueur de ce bonhomme, qui est quand même très âgé. Alors, qu'ils prennent des substances illicites, c'est quand même, ça veut dire Coca quand même, zéro. Coca zéro. Comme moi. Ou voilà, ça veut dire quand même qu'un projet, ça veut dire que l'Occident n'est pas mort, parce que c'est l'occidental, il est blond, il est blanc, et il est hétérosexuel. Donc c'est quand même l'occidental qui était promis à la disparition. Et d'origine allemande. Il aggrave son cas. Alors il a tout le voilà, normalement tous les critères RH de la diversité l'excluaient. Et le type, il travaille, il dort pas. Il a fait je ne sais plus combien de décrets présidentiels les deux premiers jours. Donc je me dis que quelle est la leçon? On n'est pas d'accord. On ne doit pas être forcément d'accord avec Trump parce qu'il est américain. On n'est pas américain. Donc il travaille pour les Américains. Mais vous voyez, c'est qu'il y a une source d'eau bénite en nous qui circule. Il faut juste la permettre. Il faut se permettre la puissance. Les Américains, pourquoi ils ont encore une chance d'en sortir et nous, on en aura peut-être? C'est parce qu'ils ont cette espèce d'agressivité. Enfin, comment l'histoire un peu méchante, quand même, s'emparer du Groenland, juste le dire, c'est hallucinant. Le Panama et le Canada, nous, on est tellement bien élevés qu'on n'oserait même pas le dire. Nous, on n'est même pas capable de tuer une mouche. Trump. Ah non, sinon il y a Caron qui. Voilà, sinon il y a Sandrine Rousseau, il y a Caron, il y a toute la. Voilà, il y a la police municipale de Paris qui sert qu'à ça, voilà. Donc, apprenons de ça. Il faut un peu se désinhiber, se débrider. Après, on verra le bilan aussi, hein, parce que là, il y a beaucoup d'énergie, on verra le résultat. Allez, on va lancer le premier débat, mais juste avant ça, on va parler d'insécurité, bien sûr, et d'immigration. Le sentiment, on revient à la France, là, le sentiment de submersion migratoire dont parlait, je crois que c'était un certain, pas Zemmour, Bayrou. Vous avez suivi ça? C'est quand même... Bien sûr. Se zémourise, hein, le François. Non, mais... Il a parlé d'un sentiment. Le camp d'Emmanuel Macron... Ils ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire. Au cours des derniers semestres, ils ont frénétiquement appuyé sur tous les boutons du tableau de bord pour obtenir ne serait-ce qu'un résultat, que ce soit ou le klaxon, ou l'essuie-glace, ou quoi que ce soit. Rien ne fonctionne. Il se trouve que, à la position où je suis, j'ai eu plein d'étudiants dans ma longue carrière, et donc peut-être que certains... travaille pas très loin de l'Élysée, et à l'heure actuelle, c'est Sigmaringen, quoi. Ah ouais. Ouais. Ils savent plus où ils sont, rien marche. Le président Macron n'écoute personne, à savoir que il va dans certains pays. Il fait des trucs qu'on ne lui a pas demandé et qui aboutissent à des catastrophes. Et le fait de n'écouter personne au cours des dernières années, du style « c'est moi le plus malin, vous allez voir, vous êtes que des minables, moi je vais vous montrer », a abouti à des catastrophes et a abouti à nous faire jeter comme des malpropres de tout le continent africain. Je vais vous dire,
Ouais, vous, des choses. Vous étiez hors de France il y a peu de temps encore. L'image de la France, elle est déplorable maintenant. Oui, c'est-à-dire que moi, je vois des gens partout où je vais qui sont soit des anciens étudiants, soit des gens avec lesquels je continue à faire enfin, pas des affaires, mais une coopération intellectuelle intéressante, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, de défense et de sécurité. C'est là, à l'heure actuelle, le domaine dans lequel je travaille le plus. Et donc, les gens m'accueillent en disant « Toi, on t'aime bien, t'es un ami, on te connaît depuis longtemps, mais l'autre, là, on ne veut pas le voir. » Et l'autre, bien entendu, c'est Macron. Je vais vous dire, la première fois où... Alors, à l'Institut de criminologie, j'ai eu des étudiants naturellement français, mais naturellement issus de nombreux pays francophones, dont des pays africains, c'est-à-dire du Maghreb ou du Sahel. Hein. Et là, notamment, j'ai eu, la première année où j'étais prof à l'Institut de criminologie, un étudiant qui est monté très haut dans le régime algérien et dans lequel il occupe, et il occupait encore récemment, des fonctions tout à fait éminentes en matière de sécurité. Et donc, Macron va pour la première fois à Alger, il commence à se rouler par terre en disant « le colonialisme, mais quelle horreur, crime contre l'humanité, etc. » Et le soir même, le garçon en question, le monsieur, parce que quand je l'ai eu comme étudiant, c'était un garçon, maintenant il est pratiquement quinquagénaire, il me téléphone le soir, mais il me dit « mais il est dingue ton président, on lui a jamais demandé ça ». Il est fou. Il y a 70% de la population algérienne qui a moins de 30 ans. Ils ne savent même pas que ça existait, la guerre d'indépendance. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des visas et puis des jobs. Voilà. Le reste, ils s'en tapent. Alors, pourquoi il a fait ça? Donc, une fois qu'il était parti de la réunion, tous les grands chefs du régime algérien se réunissent en disant « mais qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi il fait ça? On lui a jamais... » Ce n'était pas une demande qui émanait d'Alger. Alors, peu de temps après, il va au Burkina Faso, et là, c'est l'inverse. À savoir qu'il fait une conférence de presse avec le Premier ministre du Burkina, à l'époque, un civil. Et la conférence de presse se déroule dans une salle où il fait très chaud parce qu'on est en Afrique et que c'est en plein été. Et là, Macron s'arrête de parler et il appelle le Premier ministre en lui disant « vous ne pouvez pas aller régler l'air conditionné ?» Enfin, il lui parle. Moi, je parle comme ça à ma femme de ménage, elle m'envoie promener, quoi. Hein. Donc, soit c'est trop, soit c'est pas assez, c'est toujours en décalage. Et la première chose, je vais souvent sur le continent africain, j'y rencontre des gens, et puis au Moyen-Orient, à chaque fois, c'est l'autre, on ne veut plus le voir, quoi. Donc, il nous a mis dans des situations difficiles. Il nous a mis dans des situations difficiles, notamment pour l'histoire de la libération des otages, où sa voix ne comptait pas. Il nous a mis dans des situations difficiles au Liban, où les gens que je connais bien, voilà, au mois de septembre dernier, il y a eu, là où j'enseigne maintenant, c'est-à-dire au pôle sécurité-défense du CNAM, une grande conférence sur les nouveaux défis, et j'avais fait venir l'officier des forces de sécurité intérieure du Liban, dont j'avais dirigé le mémoire, sur une drogue qui fait peur à tout le monde, une amphétamine qui fait peur à tout le monde et qui a déjà inondé complètement la péninsule arabe et qui arrive en Europe, qui est le Captagon. C'est un ancien médicament coupe-faim qui est devenu une drogue, une amphétamine, un excitant qui permet de danser toute la nuit. C'est ce qu'ils appellent une drogue de boîte de nuit. Bon, je les connais bien. Et ils disent, on en a marre que Macron vienne nous donner des leçons de morale, quoi. Voilà. Donc la position de la France est affaiblie par des gens qui connaissent mal leur dossier ou qui ne veulent pas en entendre parler et qui, à la fin du compte, eh bien, nous mettent dans une situation difficile parce qu'ils n'ont rien de précis à proposer, sauf de dire c'est pas bien. Alors, ok, à 4 ans, c'est pas bien de mettre ses doigts dans son nez, mais quand on en a 40 et qu'on dirige un pays, quoi, c'est un peu juste. Et c'est ça qui fait. Voilà donc pour l'introduction qui était un peu longue. On lance tout de suite le premier sujet. On va parler justement de l'insécurité, un fléau français. À tout de suite. L'insécurité, un fléau français? Mort du jeune Elias, multiplication des attaques au couteau et des agressions. La France est-elle devenue un coupe-gorge? Comment expliquer la violence de la jeunesse? Que font les juges et les politiques pour remédier à cette situation? Voilà, donc le premier débat de cette soirée. D'ailleurs, je tiens aussi à en profiter pour qu'on applaudisse bien fort Ignace, c'est notre dessinateur en live, voilà, qui va
nous gratifier de caricatures, de portraits à la fin de cette émission. Alors, un fléau français, voilà la question, le thème de ce premier débat. Point d'interrogation. On parle bien sûr de l'insécurité. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander, tous autant que vous êtes ici, une réaction à la mort du jeune Elias. Il n'avait que 14 ans, il s'est fait poignarder, donc il en est mort donc, pour un vol de téléphone portable. Est-ce que c'est plus qu'un fait divers pour vous Voilà, réagissez. Xavier, à vous, le premier peut-être. Je pense qu'il faut aller droit à l'essentiel. Le gouvernement français présent, dans lequel M. Retailleau est chargé des phénomènes et des problèmes de sécurité, et de manière nettement plus problématique, M. Darmanin de la justice, ce gouvernement, comme les précédents, et ça fait 40 ans que ça dure, se trompe sur l'origine de la criminalité en France. Ça n'est pas un problème de drogue, c'est un problème de quartier hors contrôle. Car quand vous avez une zone, les territoires perdus de la République, les quartiers de reconquête républicaine, appelez-les comme vous voulez, c'est le problème fondamental. Si on le résout celui-là, on résout tous les autres. Si on essaye de prendre par petits bouts le problème des jeunes qui ont des couteaux, le problème des jeunes qui transportent de la drogue, on n'y arrive pas parce que vous laissez le territoire, vous laissez le sol, vous laissez le ferment de tout le reste. Voilà. La preuve, je vais vous donner, on va pas abuser des chiffres, mais quand même. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée écrit à François Mitterrand qu'il y a quand même quelques banlieues dans la région parisienne et dans la région lyonnaise où une jeunesse mal dans sa peau et notamment immigrée, c'est l'année de la marche des beurs, etc., commence à s'agiter. Et dans la note qu'il écrit le 17 juillet 1983 à François Mitterrand, Jean-Louis Blanco estime que le nombre de quartiers problématiques en France est de 22. Nous sommes en 2025. À la fin de l'année 2024, il y en avait 1400. C'est ça le problème. C'est le seul. C'est un problème de métastase. Il y a des zones dans lesquelles l'autorité de la République... Couteau, il y en a de plus en plus. Mais évidemment. 120 par jour, c'est ça. Non, c'est un chiffre complètement faux. Ah bon ? Non, c'est un chiffre... Il est sous-estimé ou surestimé ? Il est ni l'un ni l'autre, il est fictif, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez la nomenclature. Mais si, on ne sait pas si c'est 50 ou 3000 parce qu'on n'a pas le chiffre. Vous comprenez qu'à l'heure actuelle, la nomenclature des infractions commises en France, elle est... Chaque mois, vous avez un tableau, Excel ou autre, dans lequel chaque commissariat de police et chaque brigade de gendarmerie inscrit les infractions, les crimes et les délits, pas les contraventions. Le mode opératoire. Voilà, non. Ah non ? Non. À l'heure actuelle, dans le mode tel qu'il est, dans l'état 4001, c'est-à-dire dans l'espèce de nomenclature, vous avez une simplification extrêmement grossière qui vous permet de savoir qu'un individu a été tué est mort non pas de sa mort naturelle, mais est mort suite à un homicide. Vous avez la capacité de savoir s'il est mort dans le Tarn-et-Garonne ou dans les Vosges. Vous ne pouvez pas savoir s'il est mort suite à un coup de cure-dent ou par une bombe atomique ou quoi que ce soit entre les deux. Le système de comptabilisation des infractions en France est antédiluvien. Vous ne pouvez pas le savoir. Enfin là, pas Ignace, pardon. Le petit Elias, on sait bien qu'il a été poignardé. Mais évidemment, à l'épaule. On le sait. Alors, de quels moyens dispose le gouvernement pour avoir une vague idée de la chose ? Il faut que la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale envoient une circulaire à tous les commissariats et à toutes les brigades de gendarmerie. Chez vous, il y en a eu combien ? Alors là, comme ça, on peut avoir une approximation. Mais dans l'appareil de comptage du service de statistique du ministère de l'Intérieur, SSMSI, vous n'avez aucune indication là-dessus. D'accord, alors voilà pour la statistique. Mais alors moi, j'aimerais vous faire réagir tous. Ergage, vous voyez réagir ? Non, mais c'est Parce qu'on a l'impression que c'est... C'est un francocide de plus. Voilà, le petit, il avait 14 ans. Il s'est fait poignarder à mort par deux mineurs qui étaient déjà connus de la justice pour vol avec violence. Ouais, c'est incroyable. Le préfet de police disait qu'on avait... Oui, ça ne m'a pas étonné. J'ai tout de suite su que c'était eux. On se demande...
C'était Ah oui, Inès mais qui a dit ça sur RTL. c'est quasiment chaque jour. Ça vient allonger la triste liste de nombreux francocides. Lola, Axel, Mathis, Thomas. Chaque jour, c'est soit une victime, soit l'anniversaire d'une victime passée. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui en France. Et il n'y a pas vraiment une volonté que ça s'arrête. Je pense même qu'une partie des politiques et des juges et de la justice sont complices et donc responsables. Je voudrais réagir concernant la justice. Des juges possédés par l'idéologie qu'on connaît, en gros le syndicat de la magistrature. Ça veut dire que les deux, là, ils ne devaient pas être dehors, c'est ça ils étaient connus du service de police, donc... Mais non, pourquoi le fait d'être connu de la police signifie pas qu'on a connu un crime? Non, mais là, apparemment, ils étaient connus de manière assez... Enfin, il n'y a pas du préventif, quand même, un minimum les deux jeunes étaient interdits de rentrer en contact, normalement, et ils étaient connus pour vol avec violence, si je ne me trompe pas. Et ils étaient ensemble, ils étaient dehors et ils ont tué un gamin. Non, voilà. j'entends ce que vous dites et vous avez raison, Xavier. Évidemment que tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à quand même revoir C'est juste un point de détail. Le fait est qu'ils habitaient le même immeuble, donc c'est difficile de leur éviter de se croiser dans la coursive. Mais si vous commencez à vous intéresser à des individus comme ça, il y en a 15 000 dans la région parisienne, quoi. Mais il faut qu'on s'y intéresse, justement. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Il faut peut-être les empêcher d'habiter dans le même immeuble. Moi, je rejoins un peu. Vous avez à l'heure actuelle une magistrature en France qui est complètement clochardisée. Mais il faut qu'on s'y intéresse à elle aussi, d'ailleurs. C'est peut-être une des données du problème. Voilà. Si on ne dépensait pas des milliards, des centaines de milliards par an dans l'immigration aussi, on aurait peut-être plus de moyens pour... Alors, comment 34 milliards. Ok, pour être plus exact. Certainement. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, par exemple, entre 2017 et 2025, le nombre de magistrats, les moyens dont ils disposent, les secrétaires qu'ils ont, les greffiers qui sont à leur service, les photocopieuses qu'ils ont, sont restés grosso modo les mêmes à epsilon près. Et vous savez ce qui se passe, c'est chaque fois qu'il y a une catastrophe, on crée une loi nouvelle. Voilà. Alors la loi nouvelle. Vous entendre, je comprends pas. Je suis un peu surpris. Vous avez l'impression on a l'impression qu'on peut rien faire, quoi. Non. Je vous explique pourquoi ça marche pas. J'explique pas pourquoi on ne peut pas faire autrement. Hein. Voilà. Donc je veux simplement vous dire un seul chiffre qui va vous donner une idée de la chose. Entre 2017 et 2023, chaque 4 ans à peu près, on donne aux magistrats un livre rouge d'Allos. On ne doit pas leur donner celui de Driss Ghali. Mais ils ont tort, parce que ça serait une bonne lecture. Ouais. Mais on leur en donne un autre. Le livre en question, c'est la nomenclature de toutes les infractions qui existent dans les codes en France. C'est-à-dire quelques centaines, il y a plusieurs lectures possibles, donc il y a 500 ou 600 crimes, il y a 8000 délits et il y a 6000 contraventions. Voilà. Il y a un livre dans lequel tout ça est remis à chaque magistrat, à 6000, 7000 magistrats effectivement dans les juridictions, et on leur donne ce livre-là. Entre 2017 et 2023, le livre est passé de 1500 pages à 2200 pages. Les magistrats n'ont pas les moyens de faire face. J'aimerais quand même qu'on revienne à ce cas bien précis du meurtre d'Elias. Est-ce que le profil dont parlait Erga des agresseurs, est-ce qu'il n'est pas sensiblement quand même, sans faire d'amalgame, le fameux amalgame, tout le temps, ou quand même peu au prou, souvent le même, Jordan puis Idriss? C'est la gestion sous-jacente, en fait. Xavier Hofer parlait de 22 quartiers en 1983. D'ailleurs, entre parenthèses, François Mitterrand, j'entendais CNews qui repartageait un extrait de François Mitterrand qui disait vouloir expulser les clandestins et les illégaux sur notre sol. Et c'est très intéressant quand on voit maintenant ce que le PS et le PS qui s'insurgent parce que François Bayrou parle de submersion sentiment. De sentiment. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir dit qu'il y avait simplement un sentiment. Donc 1983, 22 quartiers, plus de 1000 aujourd'hui en 2025. Bon, il y a un phénomène, c'est l'immigration, c'est évident. C'est le dénominateur commun de l'explosion de ces quartiers et finalement, d'un import, tout simplement. J'imagine qu'on en parlera sur le débat sur l'identité, mais ça recoupe avec le débat sur l'insécurité. D'une importation en France, d'une vision de l'homme, de l'autrui, de l'intégrité physique de l'autre qui n'est absolument pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que et là, on a importé une violence. D'abord, il y a ça, il y a cet import d'une violence, d'une impunité totale. Sacrément aggravé. Hein. Et en face, il y a le fait que notre État n'y répond pas. N'y répond pas parce que les magistrats, c'est même pas qu'ils ne font pas leur travail. Ils font le maximum de ce qu'ils peuvent avec l'état actuel de la loi. Avec l'état actuel de la loi qui ne leur permet pas d'aller plus loin. Il n'y a pas de peine planchée. Enfin, là, je vois Driss qui... Non, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils font déjà, en fait, malheureusement. Et puis, il y a aussi dans ce phénomène... Ils ont envie d'appliquer la loi ou ils l'appliquent que quand ça leur plaît. Mais même quand ils l'appliquent au bout, en fait, la loi, elle n'est pas assez, finalement...
extrêmement répressive en fait. Et sur la justice des mineurs, appliqué, on considère aujourd'hui en bien, France qu'un enfant de 15 ans n'aurait pas les mêmes responsabilités qu'un adulte, alors qu'en fait un enfant aujourd'hui de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, il est formaté comme un adulte. Il a les mêmes notions de violence et il est capable du pire, et même avec des risques pulsions encourus moindres, des pulsions plus importantes. Et puis toute petite parenthèse, parce que j'imagine qu'on y reviendra sur le débat sur l'identité, il ne faut pas écarter la possibilité d'un crime antisémite aussi du fait du prénom d'Elias, qui aurait pu être victime aussi de ça. Ça n'a pas encore été confirmé, mais ça a été soulevé comme hypothèse. L'État français est très fort. Comment vous avez réagi à ce meurtre d'Elias ? Franchement, même plus étonné, j'ai envie de dire. C'est le problème. Nous avons été désensibilisés à l'extrême violence et nous avons été, nous ne sommes plus en démocratie. Dans une démocratie, un jeune homme de 14 ans ne se fait pas tuer à cause d'un téléphone. Ce n'est plus une démocratie. Dans une démocratie, une mémé ne se fait pas violer parce qu'on cambriole sa maison. Dans une démocratie, un reporter d'image à Reims ne se fait pas fracasser le crâne avec un coup de marteau par un OQTF, ou même par personne. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans un autre régime. Et le coupable, moi, je vais vous dire la vérité, très sincèrement, je me fiche un peu des deux là qui l'ont tué. Parce que pour moi, ils auraient dû être expulsés il y a longtemps, ou en tôle il y a longtemps, et rouvrons le bagne à la limite. J'en suis à ce point. Mais moi, j'en veux plus au système qui les a relâchés et qui les a excusés. Et dans le système, nous avons nos chers magistrats, parce que quand le militant, quand le prévenu est un gars d'extrême droite, comme à Crépol, lui, il prend 2 ans ferme. Si tu manifestes à Crépol parce que tu dis Thomas a été assassiné, lynché, tout de suite, là, les juges, ils disent, ah oui, comparution immédiate, 2 ans. 2 ans, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a des militants là, très récemment du sud-ouest de la France qui ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour avoir collé des affiches à la suite de la barbarie d'Annecy, où un Syrien avait poignardé des bébés dans une poussette. Il y a des militants qui ont pris 3 mois de prison avec sursis pour avoir collé des affiches qui dénoncent ça. 2500 € de dommages et intérêts pour des associations d'extrême gauche. Et pendant ce temps, il y a des OQTF qui ont violé des femmes et qui sont relâchés et qui tuent des Philippines. On est plus en démocratie et nous avons... une justice à 2 vitesses. Bien sûr, justice à 2 vitesses, avec une impression qui n'est pas fausse qu'il y a 2 peuples dans ce pays, qu'il y a un peuple qui a le droit de tuer et de violer, un autre peuple qui a le droit de prendre que des coups. Le problème, c'est qu'il y a des victimes... Qui sont les responsables de la montée de cette violence ? Moi, c'est ça que j'aimerais... L'État français. Moi, très sincèrement, vous me posez la question en une phrase. Le principal facteur d'ensauvagement dans ce pays, c'est l'État français. Parce que nous, il n'est même pas foutu de condamner moralement ce qui se passe. Il y a des gens qui ont voté pour ça aussi. Évidemment, les castors. Très bien. Voilà la réponse. Oui. Non, mais c'est l'extrême gauche. Pas que l'extrême gauche. Pas que l'extrême gauche. Voté Chirac en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Ils ont tendance à nous mettre tous à l'extrême droite. On connaît un certain nombre de gens de droite, entre guillemets, ou de centristes, qui ont en eux cette espèce de faiblesse congénitale. Je veux dire, on vit dans un pays... Xavier Bertrand se prépare à la prochaine présidentielle, donc s'il vous plaît. Il y aura un changement, enfin. Non, mais on vit dans un pays dans lequel, d'abord, le droit a remplacé le père de famille. Vous savez, c'est la phrase de Peter Sloterdijk. Or, quand le droit est faible, parce que les magistrats ont décidé d'être faibles, parce que, très sincèrement, si déjà ils appliquaient les lois en place aussi sévèrement vis-à-vis de la racaille immigrée qu'ils ne l'appliquent vis-à-vis des militants d'extrême droite, et j'en ai fait les frais encore récemment, croyez-moi, on aurait un peu moins de problèmes d'insécurité. Mais en plus de ça, il y a un truc général. Je crois qu'on a 18 millions en 2022, 18 millions des enfants élevés dans des familles monoparentales qui sont élevés par des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation, dans un pays dans lequel les gens sont élevés par des femmes, donc quand ils ont des pulsions violentes, eh bien, il n'y a pas le père de famille pour leur mettre une chicotte et les en empêcher. Et quand ils sont des gens normaux et convenablement... Parce que si vous leur mettez une chicotte, vous terminez bien dans sûr. Le juge. Et quand vous êtes normalement constitué et que vous êtes élevé par une femme, et que vous n'avez pas l'exemple du père de famille viril et tout, et que vous êtes agressé, eh bien, naturellement, eh bien, c'est souvent le cas des natifs, si je puis dire, vous avez tendance à ne pas oser vous défendre. Et quand vous cédez à votre instinct et que vous vous défendez, eh bien, la justice vous condamne. Moi, je viens de prendre 8 mois avec sursis pour avoir fait face aux émeutiers pour Naël à Angers, qui attaquaient notre local de la rue du Cornet. On a été relaxé en première instance, fait rarissime par le juge qui a considéré que nous étions en état de nécessité, c'est-à-dire non pas en état de légitime défense, mais en état de nécessité. Donc oui, vous avez commis un délit, vous vous êtes défendu en ayant préparé votre défense, parce que l'état de légitime défense, normalement, ça doit être spontané, mais étant donné que la France, en fait, était dans le chaos, vous aviez le droit de le faire. Le parquet a fait appel. Il n'y avait aucun plaignant en face, donc déjà c'est le parquet qui engage les poursuites. Le parquet est débouté, entre guillemets, il fait appel, et on est condamné en appel à 8 mois avec sursis. Je n'ai collé même pas une claque, j'ai juste fait face à des émeutiers. Voilà.
Donc, si la justice décidait de faire son travail, croyez-moi, les émeutiers seraient en prison. Et d'ailleurs, les émeutiers en face, à l'heure qu'il est, courent toujours. Incroyable ce que vous me dites là. Donc on a un repris de justice parmi nous quand même. Non, parce que je vais en cassation, sans grand espoir. Mais je vais en cassation. Bien entendu. Voilà. Non, mais en tout cas, ouais, c'est incroyable. 8 mois avec sursis quand même. 8 mois avec sursis. Bon, parce qu'en qualité de chef de file de l'extrême droite locale, quand même, parce qu'il faut quand même recontextualiser. Quand la justice veut, elle peut. Il y a un avantage en France, cette personne ne fait jamais ses mois de prison. Donc, a priori, Voilà, ça ne va pas lui apporter des Mon clémentines. frère n'a pas eu autant de chance que moi, mais écoutez, on verra. Encore une fois, pardon de revenir à ce mode opératoire, le couteau. J'aimerais bien avoir là-dessus la réaction de Xavier Hofer, quand même, vous qui, en plus, voyagez beaucoup. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que il n'y a pas qu'en France est-ce que c'est un phénomène mondial ou pas? Enfin, ça vient d'où? Non, c'est un phénomène qui apparaît dans les pays où la police et la justice ont démissionné. Ça arrive en Grande-Bretagne, ça arrive en Suède, ça arrive dans certaines parties de l'Allemagne, puisque ce sont des Länder qui chacun ont une police et une justice. Mais il y en a autant d'agressions au couteau dans les autres pays? Sensiblement, oui. Ah oui. Sensiblement. À savoir, d'autant plus dans les pays où l'accès aux armes à feu est difficile. C'est le cas de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Mais c'est une île. C'est plus difficile d'apporter les choses dans une île. Il faut légiférer, d'après vous, sur ces couteaux parce que... Alors, non. Les magistrats qui essayent de travailler, il y en a quand même, sont exaspérés par le fait que chaque fois, en matière de terrorisme, qu'il y a une bombe, il y a une loi nouvelle, avec le résultat grotesque que les différentes lois qui s'empilent chaque fois, qu'il y a Charlie, qu'il y a machin, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, finissent par se contredire les uns les autres. Et donc, en tant que directeur de collection de livres dans une maison d'édition scientifique, j'ai été obligé de demander à un jeune et brillant expert en matière de droit pénal d'écrire un livre de 400 pages pour essayer de rendre l'ensemble de l'édifice compréhensible. C'est-à-dire rien qu'en matière de terrorisme. Alors il faut arrêter de créer des lois nouvelles chaque fois qu'il y a un moustique qui pète dans un coin. Il faut appliquer les lois qui existent déjà. J'ai dû répéter 100 fois, mais la base de la pédagogie, naturellement, c'est la répétition, qu'il existe aujourd'hui, là, au moment où on parle, dans le code pénal, un article qui est l'article 227-17 du code pénal. Et souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2023, fin juin, début juillet. Il y a eu des émeutes en France. Le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin Regnanté, à l'époque, nous a dit qu'il y avait 60% de mineurs parmi ceux qui ont été attrapés. L'article 227-17 du code pénal, aujourd'hui en vigueur, dispose que tout parent, qu'il soit parent biologique, parent adoptif ou tuteur d'un mineur, et qui met le dit mineur en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Pas une fois, jamais en France, l'article en question n'a été appliqué. Il n'est jamais appliqué. Il suffit que le ministre de la Justice tape sur la table et il peut envoyer des circulaires d'administration de la justice. Ce qui est interdit maintenant, c'est les circulaires individuels, en disant épargnez monsieur machin parce que c'est un copain, etc. Mais les circulaires générales peuvent être appliquées. Si on applique le code, l'article en question, vous avez au moins la moitié des mineurs qui manquent à l'appel quand on descend dans les rues. Parce que les parents disent, attends, t'as vu, dans le HLM à côté, là, le père de Momo, là, il a pris un an de tôle, arrête tes conneries, tu restes à la maison ce soir. Et voilà, alors... Bien entendu, on ne résout pas tout à ce rythme-là, mais on en résout déjà une partie. Et après ça, on voit le reste. Donc les lois ne sont pas appliquées. À quoi sert de faire des lois nouvelles qui ne seront pas plus appliquées que les anciennes ? Jordan. Sur la question de légiférer sur les couteaux, moi, il y a quelque chose que j'aime pas dans cette rhétorique, Eric. En plus, on est chez Bistro Liberté, donc on va pas commencer à vouloir légiférer, empêcher tout et n'importe quoi. Il y a une question, en fait, les couteaux, ils sortent pas tout seuls des tiroirs. Ils sont pas en train de courir sur leurs petites pattes pour aller attaquer des gens. Il y a des gens qui s'en servent. Puis l'agression, je sais pas si vous avez vu dans le métro lyonnais, d'ailleurs que Frontière a encore une fois participé à... Une simple bousculade, voilà. ça nous arrive tous les jours ici, j'imagine. C'est pas le petit couteau, c'est le... Bien sûr. Donc mais sur la caméra. Bizarrement, nous, on se balade pas, je vais rejoindre, je pense que ça va plaire à Jean-Hugues,
gens sont civilisés, on sort pas avec des couteaux dans nos poches pour aller agresser on plante le personne premier. avec, Moi, oui. tu peux même me mettre une machette dans les mains, je vais pas aller m'en servir pour aller agresser Louis Boyard ou me défendre avec. En fait, ça ne nous arrive pas. Donc c'est bien qu'il y ait une question de population, de civilisation, c'est-à-dire on est arrivé à un point de décivilisation tel qu'on va, dans notre pays, en France, en 2025, interdire à la ménagère d'aller acheter son patte de 6 couteaux pour simplement couper sa viande, alors qu'en réalité, il y en a qui s'en servent pour aller tuer des gens. Enfin, je veux dire, c'est pas les couteaux le problème, c'est ceux qui s'en servent et c'est cette population immigrés qui n'arrivent pas avec nos mêmes codes, qui, on le voit à Mayotte par exemple, qui utilisent, moi vous savez, j'ai un gendarme que j'avais rencontré, un militaire à Mayotte, j'avais fait un déplacement, c'était Marine Le Pen à l'époque en 2021 qui se déplaçait pour sa campagne présidentielle, et un gendarme avait fait le tour de l'île et il m'avait dit, tu sais, la première fois que je suis intervenu à Mayotte, c'est pour ramasser un corps qui avait découpé à la machette en 8 morceaux par un Comorien. Vous voyez ? Et ces gens qui viennent ensuite en France, il y a l'Afrique de l'Est qui passe aussi à Mayotte, et ces gens qui ne viennent pas avec le même rapport que nous à l'intégrité physique, ils n'ont aucun respect de la mort. On l'a vu avec la dégradation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Ces gens-là n'ont aucun respect pour la mort. Ça n'est rien pour eux. C'est absolument banal. Tuer quelqu'un. Respect pour la mort des Blancs, pour nos morts à nous, qui ça plus c'est est, sûr. parce qu'ils nous considèrent, et c'est là pas je des suis immigrés d'accord qui se réjouissaient place de la République. Non, mais qui quand sont même. là Je veux parce pas faire le qu'ils nous défenseur des considèrent peuples comme des opprimés, faibles, mais parce qu'ils nous considèrent comme des faibles, et que malheureusement, puisqu'il n'y a pas cette force d'État, cette puissance d'État, cette violence légitime, cette brutalité, c'était Éric Zemmour qui disait ça à l'époque. Mais il y a une prise de conscience du pouvoir politique. La violence de la police qui est légitime, la brutalité de la police, elle est légitime. Puisqu'on l'a abandonné, eh ben on va arriver à un stade où le père de famille va à nouveau se faire Vous diriez que la France est un coup de gorge, lui-même. Brice Gallier, aujourd'hui? Si vous avez une jeune fille, est-ce que vous lui conseillerez de se balader en France toute seule? Ben non. Donc c'est la réponse, vous l'avez. Hein. Juste un point. Il y a beaucoup d'immigrés dans la police et dans l'armée. Et ils font le boulot. Ils sont intégrés, assimilés, eux. Voilà, non mais voilà. Donc il y a immigrés. Ouais, c'est-à-dire que vous voulez pas, pas Voilà, d'amalgame parce que, dans le sens, non, mais c'est vraiment, c'est vrai parce que pas de généralisation. Voilà, ce qu'il faut dire, je vais mettre les pieds dans le plat. Par rapport à ce que vient de dire Jordan. Bien sûr, mais je comprends. Immigrés. Je comprends. Vous êtes chez vous, vous prenez dans plein la gueule par des gens. Voilà, je comprends. Mais juste, il y a aujourd'hui des Mohamed, des Mourtar, des Mamadou. J'en ai vu un d'ailleurs à Perpignan. Il fait 2 mètres. Un black, il travaille dans la police et bon, comme j'ai un humour décalé, je lui dis j'aime pas les flics. Il m'a dit vous avez le droit. Je lui dis mais je plaisante. Donc il est musulman et dans la police. Qu'est-ce que je veux dire par là? Juste le cœur du problème. Il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la rencontre des peuples. Quand 2 peuples se rencontrent, il y a une compétition. Donc là, vous avez des peuples qui viennent de loin et vous avez le peuple français qui a été complètement adouci par 2000 ans de civilisation. Nous avons désappris aux Français la violence. C'est une bonne chose. Mais il ne fallait pas, ceux qui ont fait ça, ils n'avaient pas pensé que vous alliez amener les Tchétchènes, les Nord-Africains. On l'a relégué à la police, à la justice. Tout à fait, mais on leur les a pris. C'est pour ça que le père de famille récupère sa violence. Je suis d'accord, donc je suis tout à fait d'accord. Et c'est une bonne chose, parce qu'avant, c'était beaucoup plus violent. Ben voilà. Aujourd'hui, il faut réapprendre justement à être violent pour sa Tout à propre fait. vie, Non, mais sa propre intégrité. Mais c'est terrible. Sa sécurité, Mais on peut y arriver. pour Mais Mais nous je- ne devrions tout à pas. fait. C'est à la police, à la justice d'être violente. Ce n'est pas à nous, citoyens, de nous L'État faire ne fait justice plus son nous-mêmes. travail et La l'État. population qui délègue tout à son État est vouée à disparaître. Et donc en fait, tu dis on ne devrait pas, mais si. Est-ce que je termine ça? On laisse terminer Donc vous Brice. avez la rencontre entre les peuples, ça s'appelle la colonisation. Moi, en tant que Marocain, nous avons vécu la colonisation française. Nous en avons, enfin moi, pas moi, je suis né à plus tard. C'était pas désagréable. Nous avons reçu quand même quelques coups de pied. Ça s'appelle la rencontre entre les peuples. Il y a eu du bon et du mauvais. Mais je ne souhaite à personne la colonisation. Moi, je pleure pour vous, la colonisation que vous subissez aujourd'hui. La colonisation, c'est pas sympa. Même s'il y a eu la colonisation. Considérer que c'est une colonisation que la Évidemment. France vit aujourd'hui. Évidemment. Ils ne construisent pas des hôpitaux, ils ne construisent pas des écoles. Vous savez ce qu'ils vous diront? Je vais faire l'avocat du diable. Ils vont le faire plus tard. Ils vous diront qu'ils vont le faire plus tard. Mais je ne vous le souhaite pas, que vous tentiez ça. C'est horrible. On ne fera pas. Au combat. Maintenant, ce qu'il faut, là où je vais essayer d'être un peu innovateur, et ça c'est rare de le dire, vous avez des peuples qui ont éradiqué le phénomène voyou. Le vôtre a réussi à le faire grâce à l'Église catholique et au travail fait de purification de l'âme humaine, et avec la République qui a suivi. Vous avez des peuples qui n'ont pas trouvé intérêt à enlever la culture voyou. Les peuples bédouins, les peuples du désert, parce que dans le désert, il faut être un peu voyou, sinon on se fait décapiter. Il faut être un peu rotor. Il faut porter au Tchad, au lac Tchad, il faut porter bien visible. On n'est pas dans le désert. Oui, mais vous les avez amenés, ces peuples-là. Oui, mais on a Donc c'est des pas peuples tout le peuple chez qu'il nous. faut condamner. Ces peuples-là, qu'est-ce qu'un peuple? Une civilisation. C'est un moteur.
il fabrique ce dont on a besoin. On a besoin d'être un peu voyou en Irak aujourd'hui et en Syrie. Sinon, on est mort. Et aujourd'hui, en France, on a besoin de redevenir un peu voyou, un peu violent pour se protéger parce qu'on est entouré de barbares. Mais vous tirez les bonnes conclusions, je suis d'accord. Mais attention, aujourd'hui, vous avez l'ensauvagement des immigrés. Vous allez avoir l'ensauvagement des Français de souche pour vivre avec ça. Non, pas un ensauvagement. Moi, je parle juste de réapprendre à pas se... de se dédomestiquer, en fait. Non, mais c'est exactement un processus de décivilisation. Moi, je ne suis pas forcément contre, mais je dis juste, je pense à mon cas, moi je suis meilleur avec le PowerPoint qu'avec le MMA. Parce que il va falloir apprendre les deux. Voilà, et c'est un sport dangereux. Mais je suis d'accord, c'est un sport dangereux. C'est un sport dangereux. Alors je me dis, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Parce que, vous savez ce que c'est prendre un coup de machette ou donner un coup de machette? On s'en remet pas. Hein. Tuer quelqu'un, on s'en remet pas. C'est ce qu'on va enseigner à nos enfants demain. demain. Apprendre à se défendre, Xavier Hofer. Aujourd'hui, physiquement parlant. Je n'ai pas l'impression de vivre dans le même monde à entendre ça, pour une raison bien simple. Notre problème, la raison pour laquelle on se parle de ça aujourd'hui, c'est que nous sommes dirigés par des individus qui ont peur de tout. Ceux qui nous dirigent depuis les 30 dernières années ont peur de tout. Et essentiellement, la pire terreur qu'ils éprouvent est celle d'offusquer les gens, de ne pas être suffisamment gentils, de s'exposer. Les dirigeants politiques en France ont des convulsions et la colique quand ils se font tancer par le dernier stagiaire arrivé à Libération. C'est ça leur sort. Ils ont peur de tout. À partir du moment où vous avez... Ils ont peur d'agir, c'est ça que vous voulez dire. De tout, même de parler, c'est celles et ceux, vous savez, alors si jamais j'oublie les femmes, ah mon Dieu, etc. Tout leur vocabulaire est un vocabulaire fondé sur la peur de tout, parce que ce sont les rois fainéants, autour d'eux, ils ont leurs gourous, qui sont leurs patrons. Peur, ça fait agir derrière, mais là, ça fait... Non, c'est la peur qui rend impuissant. Ils ont derrière eux les... on a raison d'avoir peur, hein, non, parce que, excusez-moi, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec un couteau... Ceux-là n'ont pas de raison d'avoir peur, parce qu'ils sont dans les palais de la République, il ne peut rien leur arriver. C'est une peur métaphysique. Je parle pour le petit Français... Je ne parlais pas de ceux-là, je parlais des dirigeants. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens en question ont peur d'agir. Je vais vous dire, moi, la réalité des choses. Enfin, pendant les JO, ils savaient agir, hein, sécurité maximale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la même sécurité maximale que celle qu'on avait pendant les JO? Parce que l'appareil d'État a donné à l'époque un coup de rein, et ils ne sont pas capables de donner le coup de rein tout le temps. Non, c'est une question de volonté politique et de rien d'autre. On l'avait donc pendant les JO, et là, on l'a plus. Non, c'était sciemment momentané. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peu de temps avant le Covid, c'était en 2020, au début de l'année, j'ai passé toute la matinée avec les plus hauts cadres, les généraux et les colonels de la gendarmerie nationale. J'ai été prof pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, ils me connaissent tous. Je peux dire, comme on dit, avec ces enfants, je les ai vus grandir, quoi. Ceux qui étaient lieutenants que j'ai connus à l'école de guerre sont maintenant colonels ou généraux. Et donc j'ai vu un peu cette direction de la gendarmerie nationale. Ils m'ont interrogé toute la matinée sur les cités, les quartiers, etc. Et à la suite de quoi, l'un d'entre eux, le plus ancien dans le grade le plus élevé, m'a dit « Monsieur Hofer, il faut que vous sachiez une chose, nous sommes prêts. Si on nous en donne l'ordre, voilà. Personne ne leur donne l'ordre. C'est plutôt rassurant ce que vous dites là. Enfin, nous sommes prêts à quoi? Ils disent... On est encore capable. Ils disent, nous remettons l'ordre, le bazar dans les quartiers hors contrôle. En 6 mois, c'est fini. Dans les banlieues, voilà, exactement. Vous avez comparaison n'est pas raison, mais ce qu'a fait au Salvador Bukele, est-ce que ce serait applicable en France? Parce que là, pour le coup, c'est la volonté politique que vous décrivez. Exactement, mais ça ne peut pas prendre la même forme parce que le Salvador est grand comme la moitié du Tarn-et-Garonne. Et il y a 6 millions de gens. Et en plus de ça, là-bas, ils ont les bandits les plus stupides à l'ouest des Galapagos, puisqu'ils se peignent le nom de leur gang et tatoué sur le front. Donc le fait de les arrêter ne nécessite pas d'avoir Sherlock Holmes en face, vous comprenez? x10, ça veut donc dire x10 en termes de moyens aussi. Non, ça veut simplement dire une chose, c'est que parmi les âneries que j'entends dire, parce qu'il y en a aussi des gens de droite,
L'armée n'est pas faite pour ça. Il y a une force militaire qui est faite pour rétablir l'ordre en France, c'est la gendarmerie nationale. Elle existe depuis François Ier. Elle est dirigée par des gens compétents. Vous savez, tous les colonels ont le grade d'un doctorat ou quelque chose d'équivalent. Hein. Donc, c'est des gens extrêmement compétents, très bien formés. Ils sont 120 000 sur le territoire et on agit. On leur donne les moyens d'agir, selon vous? Non, on ne leur a pas donné l'ordre. Non, mais ils ont les moyens. Oui, bien entendu, mais bien entendu. Vous pensez qu'ils les ont? Mais il n'y a pas à penser, c'est certain. Je ne suis pas un expert, mais je pense que dans la gendarmerie, comme ailleurs, et en particulier dans la classe politique, tout le monde est tétanisé parce que vont dire les journalistes. On est dans un régime de bavards. Et même les opposants. C'est vraiment les journalistes qui font peur. Moi, oui, plutôt la et laissez-moi m'exprimer. On est dans un régime, dans une situation politique dans laquelle qui font peur, non? Non, dans laquelle même le Rassemblement national a peur de ce que vont dire les journalistes de gauche. Ça, c'est vrai, et les seuls acteurs politiques courageux de ce pays, c'est la France insoumise qui va dire à Jordan Florentin, on soutient le Hamas et on t'emmerde. Voilà. Et nous, on a des gens, si vous voulez, qui vous disent, n'est pas capable de rétablir la sécurité mais non, en ils France. vous disent, nous, on va rétablir l'ordre, etc. Il y a deux manières de rétablir l'ordre dans ce pays. C'est quand même de lutter véritablement contre l'immigration et d'inverser les flux migratoires, parce que contrairement à Bukele, on ne fait pas la guerre à des gangs issus de notre peuple, mais à des gangs issus du monde entier qu'on ne comprend pas et qui ne nous comprennent pas et qui ne nous comprendront pas. Et il faut aussi s'attaquer à la magistrature française. Or, le Rassemblement national, et on ne peut même pas lui jeter la pierre, dans un cadre légal républicain et en plus avec les traités européens, régler les problèmes d'insécurité et de la magistrature en France, c'est absolument impossible. Donc le RN ne pourrait pas, d'après vous. A fortiori, quand on est tétanisé parce qu'un candidat dans la 7e circonscription de la Mayenne a fait une blague raciste sur Facebook, alors qu'on a des gens qui se font attaquer tous les jours dans tous nos coins de France. Je suis Jérôme, pour aller plus loin, c'est au final, ça passe par la migration, parce que le problème c'est l'immigration, mais le problème c'est que ces pays-là ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. C'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est-à-dire au tout petit niveau de Bruno Retailleau, on n'arrive même pas à renvoyer 3 influenceurs en Algérie. Donc en fait, comment on va... Mais si on disait à l'Algérie, on arrête les subventions et vos influenceurs qui menacent de décapiter les Français, on va vous les déposer avec un hélicoptère sur une plage ou alors il va y avoir des problèmes, je pense que l'Algérie accepterait. C'est qu'on va se retrouver seul et qu'en fait on va avoir la 3/4 des pays de l'Union européenne qui vont nous tomber dessus en disant on va vous priver de telle ou telle subvention, de tel ou tel budget. Donc ça veut dire appliquer ce programme et je cite dès demain, mais c'est-à-dire être seul face à tout le monde et pour ça il va falloir avoir un courage. Parce qu'on a des pays. Mais c'est ce qui arrive à Trump, c'est finalement. On a un certain nombre de pays dans le monde, le Maroc et d'autres, et même des partenaires américains, européens, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que la France reprenne son rôle et qu'on rétablisse l'ordre. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du fait que l'insécurité soit liée à des cultures, etc. Moi, j'ai vécu au Maroc. Le pays dans lequel je me suis senti le plus en sécurité, c'était le Maroc. Parce que au Maroc, on fait respecter la loi et que les gens qui se conduisent mal. En Algérie, pareil, je pense qu'on n'en voit pas beaucoup de gamins qui. Et donc, évidemment qu'il y a un problème avec la culture d'origine d'un certain nombre de personnes, etc. Mais c'est d'abord notre faiblesse, le souci. Et il ne serait pas bon qu'on se défausse sur les colonisateurs comme nos anciens colonisés se défaussent sur nous à propos de la colonisation. Si on engageait le pas, on serait les premiers. Derrière, il y a beaucoup de pays qui suivraient, à mon avis, la France. C'est évident. Driss, En fait, pour nous, l'insécurité est un drame. Parce que nous avons encore un cœur. pour nous, c'est qui? C'est les Français. Pour les Français, mais même pour des immigrés. Vous savez, il y a des gens qui nous regardent, qui ont des gamins, et ils ne veulent pas que leur fils se fasse violer ou leur garçon se fasse casser la tête par un marteau. On en est là. Hein. Vous savez, prendre un coup de marteau sur la tête, c'est la fin. C'est incroyable. Dans un pays où tout le monde mange à sa faim. Parce qu'au Salvador, au moins, ils ne mangent pas à leur faim. On peut comprendre ça. Là, on donne un pognon de dingue pour acheter la paix sociale. On n'a même pas la paix sociale. Tellement ce régime... tellement ce régime inhumain, il n'est pas nul, au fait. Parce que pour nous, c'est un problème, l'insécurité. Pour lui, c'est pas un problème. Parce que quel est l'ennemi? Vous croyez que le racaille, c'est l'ennemi de M. Macron ou du régime? La racaille, c'est nous. Parce que nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas contents. Nous, on a compris que l'Europe, ça allait nous tuer. Nous, on a compris que Macron, c'était une blague. Nous, on a compris que Darmanin, il confond les Anglais avec les Afghans du 93. Nous, on a compris. Nous, on vote mal. Nous, on ne veut pas de cette mascarade. L'immigré, le gars, et je veux pas le il vient d'arriver en France, déjà, il bouffe à sa faim. Il va à l'hôpital tombe en ruine, mais c'est toujours mieux que l'hôpital d'Alger. L'école tombe en ruine, mais c'est déjà mieux qu'au Maroc où tu mets 30 km dans certains endroits, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui vont nous regarder, ils vont encore dire du mal, que je dis du mal. En France, tu as quand même, malgré le délabrement de nos services publics, c'est largement supérieur à ce qu'il y a dans les pays du tiers-monde. Donc l'immigré, il est content. Il se contente de peu. Donc c'est le bon client. Le mauvais client, c'est vous. Parce que vous la ramenez, vous voulez les retraites, vous voulez les 35, vous les emmerdez. Et c'est pour ça qu'il lâche la racaille aussi, parce que ça permet, c'est une force de police d'appoint.
vous avez, c'est un peu le système c'est Ibn Khaldoun qui disait ça, le grand philosophe tunisien. Il disait, les citadins, il faut les contrôler avec des racailles. Alors chez nous, c'est avec les Bédouins. Les Bédouins, les peuples du désert, et le problème des Bédouins, c'est que quand ils vont dans les villes, ils boivent du vin, ils s'adoucissent, et on est à court de racailles. C'est l'histoire de l'Afrique du Nord. En fait, vous avez une gouvernance nord-africaine qui s'installe en France, où vous avez la racaille, tiens, l'homme français, elle le tient par la laisse, parce que ta femme se fait violer, tu fermes ta gueule, au métro, tu fermes les yeux, sinon, tu baisses les yeux, sinon je te plante, tu sors plus le soir, attends, mais on a détruit le seul opposant au régime, c'est l'homme. Exactement, c'est le seul. C'est vrai ce qu'il dit, donc moi je trouve que c'est notable en effet qu'on les fait... Et c'est un crime contre l'humanité. Bon, je ne veux pas non plus monter sur... Mais c'est un crime contre l'humanité. Quand tu détruis l'homme dans un pays, tu détruis le pays. Parce que quand tu détruis l'homme, tu détruis la femme aussi. On est partenaires. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une attaque complète contre l'homme. C'est ça. Oui. C'est même pas ça. C'est que, franchement, quand ta femme se fait violer, ou ta fille se fait violer, ou que tu baisses les yeux face à un minable, parce qu'en plus, on n'est même pas, c'est pas Rambo qu'on a face à nous, hein, ou le commando Massoud. Tu as des minables. Quand tu baisses les yeux devant un minable, est-ce que tu crois que tu vas demander, tu vas faire la révolution? Est-ce que tu vas être Robespierre? C'est fini. Tu n'es plus. On a détruit l'homme français. Enfin, on a détruit. Ils veulent détruire l'homme français. Donc, c'est pour ces gens-là, l'insécurité. Je me pose la question. Est-ce un accident ou est-ce un projet? Parce que pour l'instant, tout le monde vote pour eux. Ils sont là, ils sont incontournables. On en a encore à demander à Darmanin, s'il vous plaît, régler les problèmes du narcotrafic. Moi, je ne pardonnerai jamais à Darmanin d'avoir confondu les supporters du Manchester avec la racaille du 9-3. Ce n'est pas normal. Et ce mec, il est là parce que nous avons tellement détruit l'homme français et la femme, hein, que nous n'arrivons même pas à voter pour les gens qu'on a tellement peur. Bon. Renaud Camus dirait que c'est un génocide. Mais on est dans cet ordre-là d'un crime contre un peuple. Et c'est honteux. Parce que je trouve qu'on peut vous applaudir en tout cas, Driss, parce que c'est fou que ce soit vous qui, en effet, le disiez en des mots si compréhensibles. Comme l'ami des Français, parce que ce peuple-là ne mérite pas ce malheur. Qu'est-ce que vous avez fait vous savez, il y a des peuples qui ont fait des choses plus graves. Enfin, tout le monde a fait des crimes, rassurez-vous. Tous les peuples. Ce qui vous arrive, c'est un cauchemar. Et ce n'est pas normal. N'en faites pas, on va se réveiller. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, ce sera le mot de la fin. On va terminer, pour ce premier débat, avec les dessins d'Ignace, si tant est qu'on puisse un peu rire de ce sujet. En tout cas, ça va être compliqué. La justice change de visage. Quoi, t'es pas content? Tu veux sentir ma justice? Et on voit un magistrat, voilà. Donc tiens, pour toi, Erga. Villeneuve-Saint-Georges, les ménages de décapitation n'ont pas réussi à faire élire Louis Boyard. Va falloir passer à la Kalachnikov. Voilà pour toi, mon cher. On peut applaudir Ignace à chaque fois, s'il vous plaît. Immigration islamiste, ils arrivent avec mes habits et mon couteau. Voilà. Driss. Immigration, sentiment de submersion, bien plus qu'un sentiment. Et on voit évidemment quelqu'un qui est, je pense, dans un scaphandre, voilà, sous l'eau. Et là, là, je reconnais notre cher invité, Xavier Hofer, encore un meurtre au couteau, Elias, 3 fois Elias. Voilà pour vous, Xavier. Merci. Et enfin, pourquoi ces agressions au couteau? Il n'y a pas mieux pour trancher les débats. Voilà, et bien justement, on va enchaîner avec un nouveau débat. Dans un instant, on va parler d'identité. À tout de suite. L'identité française, nuisible ou espèce protégée? Que reste-t-il de l'identité de la France? Qu'est-ce qu'être identitaire aujourd'hui? L'immigration met-elle en péril ce qu'est le peuple français? Comment enrayer la dissolution de l'identité française? Pour cette dernière partie de Bistro Liberté avec ce second débat donc consacré à l'identité française, donc nuisible ou espèce protégée. Alors d'abord une question toute simple que j'aimerais vous poser à tous, et vous n'aurez peut-être pas la même définition. D'abord, comment est-ce que vous définiriez, vous, l'identité française? Alors on a un identitaire comme il s'appelle, se revendique. Jean-Eudes, c'est quoi l'identité française pour vous? De Gaulle disait la France c'est un pays peuplé majoritairement de blancs, de culture helléno-chrétienne, etc. Voilà. Et je pense que l'identité française, grosso modo, c'est la civilisation européenne plus une forme de douceur et de raffinement tout particulier. Voilà, c'est un petit peu bateau, mais l'identité française, c'est donc un peuple européen
avec un certain nombre de cultures régionales et qui se pose en héritier des Grecs d'un point de vue du raffinement. Xavier Hofer, la France a une situation. Donc je pense que ça exprimer beaucoup de choses pour vous, l'identité. Oui, mais on peut réfléchir en plus. Hein. C'est quand j'avais 17 ans, là. J'en ai un peu plus aujourd'hui. On peut avoir le même idée aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Des pays européens ont leur forme, la forme qu'ils ont, déterminée par la géographie. C'est le cas de l'Italie. Une péninsule, une barrière de montagne qui ferme au bout. C'est le cas de la péninsule ibérique, un territoire et puis une barre de montagne. Et il y a des pays qui n'ont pas de forme géographique préconçue. C'est-à-dire, si la France avait les frontières qu'elle a aujourd'hui, mais qu'elle s'était conçue de façon rationnelle, la capitale serait à Clermont-Ferrand, parce que c'est au milieu, il y a des montagnes autour. Là, la capitale, elle est au bord d'une plaine immense qui va jusqu'aux Carpates et dans laquelle rien ne peut permettre d'interdire une invasion. Et ce pays-là s'est constitué au cours de plus d'un millénaire par des assassinats, par des guerres, par des massacres, par des trahisons, par des mariages. Et c'est quand je suis aux États-Unis où j'enseigne parfois, la partie la plus difficile à faire comprendre à nos amis américains, pour eux, leur pays, c'est 12 mecs qui se rassemblent autour d'une table, qui signent un contrat, et puis voilà. Nous, notre histoire est totalement différente. Pour Trump, Make America Great Again, ça veut dire quelque chose, hein, être américain aujourd'hui. Oui, ça veut dire quelque chose, mais l'origine, c'est 12 morceaux qui ont signé un accord, et ça n'a pas été, hormis l'exception de la guerre de sécession, ça n'a pas été le centième de tout ce qui s'est déroulé en Europe pour qu'on arrive à la notion d'État-nation. Et ce qu'on a le plus grand mal à faire comprendre aux gens, c'est que l'État-nation le plus ancien de toute l'Europe, c'est la France. Nous sommes l'État constitué le plus anciennement. Songez que sous sa forme moderne, l'Allemagne s'est constituée au XIXe siècle, l'Italie s'est constituée au XIXe siècle aussi, la Grande-Bretagne, l'Angleterre est ce qu'il y a autour, et l'Espagne plutôt vers la fin du XVIe siècle. Nous, du temps de Philippe le Bel, il y avait déjà des bureaucrates qui grattaient des arrêtés et des décrets. Et là, on ne parle pas des empires, hein, de la Chine, de la Perse, etc. Mais la plus ancienne nationalisation de l'histoire du monde, la plus ancienne de toutes, c'est 1405, les compagnies d'ordonnance, le début de l'armée française. L'armée nationale française a commencé à exister sous le nom de compagnie d'ordonnance au service du roi en 1405. Vous voyez l'ancienneté ? Donc, la France, c'est le pays l'État-nation le plus ancien de toute l'Europe, et on peut aisément le prouver, car l'État-nation induit, alors ça, expliquer ça aux Américains, ça a encore été du registre de l'impossible, seul l'État-nation peut générer l'armée nationale et la police nationale. Vous voyez, on ne quitte pas les problèmes de sécurité. Et donc, quand vous avez une nation, un État-nation, il génère une armée nationale. Quand vous prenez une marqueterie de tribus, de 50 tribus dans 50 vallées différentes comme est l'Afghanistan, et que vous essayez de créer une armée nationale afghane, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas demander à un hippopotame de s'envoler, vous comprenez ? C'est aussi physiquement impossible que ça. Donc la France a créé l'État-nation en Europe. Il y a des langues entières en Europe, et pas n'importe laquelle, la langue allemande, dans laquelle tous les mots militaires sont des mots français, tout le vocabulaire militaire allemand est français. Général, artillerie, commandante, artillerie, etc. Et donc, le fait que ce soit Louis XIV qui a inventé la première police moderne, la lieutenance de police, le premier lieutenant général de police s'appelait Larénie, ses bureaux étaient là où se trouve la préfecture de police aujourd'hui, et dans toutes les langues européennes, le mot est police. Policia, polizei, police, etc., c'est le mot français. Donc nous avons tout inventé en la matière, et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que quand une institution existe depuis des siècles, sous la forme royale, sous la forme impériale, puis sous la forme républicaine, elle est arthritique.
Et donc aujourd'hui, il faut faire des efforts insensés simplement pour régénérer cet appareil-là et faire en sorte qu'il soit capable de faire son boulot. Elle est en péril aujourd'hui, l'identité française, selon vous, Jordan Florentin ? Oui, elle est en péril parce qu'en fait, il y a une partie de la classe politique, notamment à gauche, à l'extrême gauche, qui considère que la France, c'est uniquement sa forme républicaine actuellement. Les valeurs de la République. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est juste un État qui serait né en 1793. Or, en fait, ils ont parti en raison, et moi j'en veux aussi à l'autre partie du corps politique qui va expliquer que la France, c'est uniquement son côté matériel, c'est-à-dire, évidemment, et ça je partage à 4000%, l'hexagone, ses senteurs, ses saveurs, ses terroirs, tout ça, évidemment. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que être français, il y a deux façons d'être français. C'est soit vous êtes français de souche, vous êtes né ici, vous avez une génération et des générations d'ancêtres derrière vous, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des français de souche, qui ont cet héritage qui est à la fois biologique, ethnique, culturel, très régulièrement religieux, bien évidemment. Et il y a aussi cette possibilité d'être français de branche. Et heureusement, parce que moi-même, mon père est né au Portugal, je peux considérer à certains égards que lui est français de branche. Aujourd'hui, il épouse davantage la France que le Portugal. Donc, il y a les français de souche, les français de branche. Au-dessus de ça, il y a la forme, bien évidemment, républicaine qui nous gouverne aujourd'hui. Il y a des valeurs, il y a un héritage, il y a une histoire, il y a une religion, il y a un amour commun de certaines choses, des valeurs, des mœurs, des cultures. Si on y souscrit, alors on est autant français les uns que les autres. Bien sûr, il y en a qui vont pouvoir prétendre qu'ils le sont ethniquement davantage, biologiquement davantage, parce qu'ils sont là depuis 1000 ans. Et ils ont tort, selon vous ? C'est pas qu'ils ont tort, mais moi je leur pose la question. À ce moment-là, je posais la question à Jean-Eudes, est-ce que Christine Kelly, Karine Le Marchand, qui ne sont pas de souche européenne, si on veut être très... voilà, est-ce que ça veut dire... Parce que, non mais j'ai vu une partie je me suis fait doubler par ma propre droite, les gens qui m'ont accusé parce que j'avais tweeté qu'à Mayotte, ces Mahorais étaient on ne peut plus français. Alors je reconnais que c'était j'étais un peu élogieux dans ma façon d'écrire. Pour moi, c'était vraiment de l'expression. Je veux dire, ces gens-là, ils aiment la France de tout leur cœur. Ça ne veut pas dire que je considère que ces gens-là sont plus français que Jean-Eudes ou que moi. Et je considère d'abord que c'est avant tout des Comoriens en France et qui ne sont pas de souche européenne comme les Français, tout ça, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Et tout est une question de proportion aussi. Oui, c'est une question de nombre. En fait, si les demain, la France est composée de 40 millions de Congolais, ce ne sera plus la France. Voilà. Même s'ils s'appellent Émilien, Jacques, même s'ils mangent du saucisson et boivent du vin rouge, s'il y a 40 millions de Maghrébins ou de Congolais demain en France, ce sera quand même plus la France. Parce que oui, on ne peut pas parler d'identité sans parler d'ethnie. Bien sûr, et un Japonais qui viendrait, après avoir passé 40 ans au Japon, vivre en France, qui serait parfaitement assimilé, voilà, ça restera un Japonais venu en France, un Japonais devenu français, mais ça restera à l'origine un Japonais. Donc il y a ces Français de souche, il y a ces Français de branche, mais ils sont autant français l'un et l'autre si, au-delà de leur origine, eh bien, ils arrivent à souscrire à cet amour pour l'histoire, qui considèrent Jeanne d'Arc leur grand-mère et Charlemagne leur grand-père. C'est un petit peu une vision quand même un peu racialiste, enfin, ce que j'entends là. Oui, c'est ça, tous les pays du monde à peu près. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire que d'ailleurs, tous les pays du monde et même nos dom-toms voient la France comme un pays de blancs qui boivent un petit verre de vin rouge avec un béret sur la tête et une baguette, ce qui est caricatural bien sûr. Mais même dans nos dom-toms, même les Mahorais et les Antillais, quand on leur dit un Français c'est quoi, ils pensent d'abord à ça. Ils pensent d'abord à la métropole. Et se définit d'abord Antillais et ensuite Français. Voilà, tout à fait. Et donc on disait être Français, eh bien... il y a quand même une notion ethnique qui est indispensable, ce qui ne veut pas dire qu'il faille en faire une religion absolue, que tout passe par là, etc. D'autant plus que la France, comme disait Bainville, c'est mieux qu'une race, c'est une nation, et qu'il existe une italianité, une germanité par exemple, et que la francité, entre guillemets, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de différences entre un breton et un alsacien, ou un alsacien et un corse. Mais malgré tout, il faut regarder comment les gens nous regardent pour savoir ce qu'est la France, et c'est avant tout un peuple blanc. Un peuple ? Un peuple blanc. Oui, d'accord. Bon. Alors, vous entendez ce que dit Jean-Eudes ? Est-ce qu'il a tort ou pas, selon vous ? Il a raison. Il a tort en même temps. Enfin, il n'a pas tort, il a raison. Mais il est plus normand que moi, en tout cas. Non, ce que je veux dire, il y a des peuples qui ne sont pas homogènes. Quand il dit c'est un peuple blanc... oui, c'est certain. C'est un peuple... Partagez ce point de vue. Ça veut dire que je ne suis pas complètement fou, heureusement. Non, mais c'est un peuple blanc, c'est l'évidence. Pourquoi il est blanc ? Contrairement aux anglo-saxons qui sont des racialistes, ils ne veulent pas se mélanger. Les Français ne sont pas des racialistes. Les Français, ils ont été fixes pendant ils ne sont pas racistes, les Français. Pendant des centaines d'années.
Et c'était des Blancs qui ont fait la France. Ce sont des Blancs qui ont fait la France et des chrétiens qui ont fait la France. Hein, attention, l'ethnie est importante parce que c'est le sang. La France judéo-chrétienne. Oui, judéo-chrétienne. chrétienne. Catholique surtout, catholique, attention, catholique. Nous sommes la fille aînée de l'Église, hein, c'est pas pour rien. Et, je veux dire, C'est un musulman qui le dit. ça veut dire que je suis pas fou. C'est comme si vous me dites à Lazare, on va chanter la messe en latin. Je vais vous dire, les mecs, c'est Lazare, c'est. Voilà. Mais attention, il y a d'autres identités. Chrétien de culture, Brice. Je suis occidental de culture, mais de plus en plus, je me pose de plus en plus de questions. Comment vous définissez musulman de religion, français de... Moi, je pense que l'identité, c'est un peu une prison. C'est un peu une prison dorée. On ne peut pas on peut pas y échapper totalement. Donc, que je le veuille ou non, je resterai marocain dans mes réflexes, dans mon inconscient. Parce que mes ancêtres parlent dans ma tête. La notion de cœur, non. L'inconscient collectif, Gustave Le Bon, mes ancêtres. Je les ai pas choisis. S'il y a un match Maroc-France, vous êtes pour qui? Moi, je n'aime pas le foot. Alors ça, ça c'est la réponse. Il est vraiment normand. Réponse de Normand. Non, mais moi, mon truc, c'est le beach volley brésilien. Et là, je suis avec le Brésil, femme. Évidemment. Moi, des mecs qui sont en train de comment on dit ça en français, de transpirer, ça m'intéresse pas. En plus, ils gagnent des milliards d'euros, ça m'énerve. Non, le foie loin. Mais il y a des identités multiraciales. Ça existe, c'est le Brésil. Alors le Brésil, c'est pas la France, très bien. Les États-Unis, c'est pas la France, très bien. Dans ces cas-là, c'est toujours bâti autour d'un État fort, parce que la France, à l'origine, c'est des provinces conquises par un État. Le Brésil, c'est même pas un État fort, c'est une culture forte. Les Brésiliens sont les mêmes. Tu as des Brésiliens indiens en Amazonie, des Brésiliens blonds, yeux bleus à Porto Alegre. Ce sont des Brésiliens. Et l'État est faible. Mais c'est pas le problème. C'est pas votre problème. Vous avez été construit différemment. Qu'est-ce que c'est que l'identité? On a du mal c'est un des trucs, tout le monde en parle, mais on n'arrive pas à le définir. À mon humble niveau, c'est un visage et une mission. Un visage, là vous avez des blancs, là vous avez un arabe. D'accord? Un visage, c'est pour au niveau individuel. Au niveau d'un pays, c'est quoi le visage d'un pays? C'est la tronche de son peuple, mais c'est aussi les paysages. La France, ce ne sont pas seulement les blancs, c'est les cathédrales, bordel. C'est le vignoble. Attends, j'arrive. Non mais attention, il faut. La France, j'arrive. Laissez-moi juste terminer ça. La France, c'est pas Starbucks, bon sang. La France, c'est les cafés parisiens. La France, les bistrots même. Les bistrots. La France, c'est le Mont-Saint-Michel. La France, c'est toute la campagne française faite par vos aïeux, bon sang, qui sont morts pour faire les paysages de Limoges, du Bordelais, de Nancy, tout ça. C'est aussi dans le paysage, il y a aussi de la notion de paysage émotionnel. Un Français ne réagit pas comme un Américain. C'est pas moi que vous convaincrez là-dessus, parce que je ne me considère pas du tout occidentaliste, donc je suis évidemment d'accord avec vous. Tout à fait. Le français, c'est pas le belge. Le français, c'est pas le catalan. Donc vous avez la notion de paysage. Mais ça, le paysage, le visage, vous n'avez pas choisi d'être blanc. J'ai pas choisi d'être arabe. C'est mes parents qui ont choisi. Ils sont mélangés. J'ai une question. Allez-y, pardon. Il y a combien d'Arabes au Maghreb? C'est une autre question. Ah non. Non mais on y arrive. La moitié ou les 2/3 de la population du Maghreb, c'est des Européens, Goths, Ostrogoths, Visigoths, Vandales, etc., qui sont arrivés dans le Maghreb à la suite de la... Parce que c'est une très bonne question. Une très bonne question. Mais ça, c'est un autre souci. Mais c'est des Européens. Oui, des Européens, des anciens juifs aussi au Maghreb. Nous sommes tous des berbères. Non, c'est pas des anciens juifs, c'est des berbères qui ont choisi le judaïsme. Tout à fait. Vous avez, ça, c'est un auteur. Ceux qui, par exemple, en Algérie, dans les montagnes, en Kabylie, s'appellent Israël de leur nom de famille, ce sont des Kabyles qui ont choisi... pourquoi? Parce que c'était des guerriers et ils refusaient le christianisme parce qu'ils trouvaient que tendre la joue gauche, c'était pas très militaire. Quoi. Donc voilà, ils ont choisi le judaïsme. C'est pas faux. Il y a eu même des empires, des royaumes juifs. Le visage et la mission. La mission de la France, c'est pas la mission de la Suisse. Vous êtes tous des blancs, enfin quand même, français, belge, de prendre une photo de classe, vous avez... Mais par contre, la mission de la France, c'est pas la mission de la Suisse. Vous n'êtes pas un pays de financiers, vous n'êtes pas un pays culture helléno-chrétienne. Mais je ne dis pas ça contre toi. Ouais. Mais je dis juste, attention, chez mes amis identitaires, ne vous repliez pas que sur l'ethnie et la religion. Oui, mais pour le coup, entre Français et Suisses, on partage la même civilisation européenne et les mêmes menaces. Mais je suis d'accord. On a les mêmes menaces, les mêmes d'ailleurs. Ouais. Plus ou moins. Les calvinistes, c'est pas la même chose que les catholiques. Attention. C'est l'intérieur qui est transformé en garage. Non, mais pourquoi je veux dire ça? Pourquoi je veux dire ça? Parce que vous avez des qualités qui ne sont pas les qualités des Suisses. Vous avez des défauts qui ne sont pas les défauts des Suisses. Et mon grand combat aujourd'hui, c'est que nous avons oublié nos qualités ou les défauts.
Merde, les Suisses, les Italiens, ils sont très forts pour le commerce, par exemple. Vous allez en Mongolie, vous trouvez des commerçants italiens, parce que c'est des gens très flexibles. Nous, on est bons en ingénierie. Nous, on a fait la Tour Eiffel. On a fait le canal de Suez. Nous sommes un pays d'ingénieurs qui, de temps en temps, se marient avec les arts et métiers, je parle sous contrôle, qui se marient de temps en temps avec des capitalistes ou un État stratège et qui font des grandes choses. On n'est pas la Startup Nation. J'entends Macron qui dit Startup Nation, mais je dis, mais il descend de la planète Mars. On ne sera jamais la Startup Nation. Nous sommes le pays du partenariat public-privé. Nous sommes le pays des grandes écoles. On fait des choses compliquées, on fait le Concorde, on fait des trucs. Et ça, il faut... D'ailleurs, vous avez fait Centrale. J'ai fait Centrale, pour faire plaisir à mon père. L'identité, j'ai pas choisi, mais c'est pas grave. Mais moi, je me suis rebellé contre ça. J'ai mis 45 ans. C'est maintenant que je respire. Parce que moi, j'ai fait des maths toute ma vie. Bon, je ne suis pas né pour faire des maths. Et vous n'êtes pas né pour être américain. Vous n'êtes pas né pour faire tout ce qu'on vous fait faire aujourd'hui. Reprenez, mais attention, faites attention à vos défauts. Vous êtes un peuple de guerre civile. Je dis beaucoup de mal de mes amis nord-africains, mais il faut aussi dire, c'est pas par automasochisme, c'est pour guérir. Si on se, vous êtes un pays de guerre civile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Guerre protestants, la Saint-Barthélemy. C'est un truc de terrible. Monarchiste, républicain, la Révolution française, c'est une guerre civile inutile. Le roi avait tout donné. Ils ont quand même tué les nobles, les trucs. La commune, Vichy, une guerre civile française. L'Algérie, guerre civile française entre OAS et tout ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Tout le monde est. Les Américains ont génocidé les Indiens, nous les Arabes, on fait plein de djihad, c'est pas le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez oublié que vous êtes un peuple de guerre civile. Et là, vous êtes en train de vous mordre le rein tous les jours avec cette histoire stupide de droite-gauche. Les Français se parlent pas. Un LFI, même stupide, a plus de points communs avec un type qui vote Le Pen qu'avec moi. Bon sang, c'est le même ADN. Vous avez la même matrice catholique. Tu vois ce que je veux dire ? Arrêtez de vous bouffer les uns les autres parce que vous avez créé les recettes, enfin pas vous, les recettes de l'impuissance. Alors, l'identité, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, il y a des choses qu'il faut juste surveiller. Par exemple, le fanatisme nord-africain. Il ne faut pas demander aux nord-africains de ne pas être fanatiques. C'est une force si on arrive à la canaliser. Il faut juste le surveiller. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas nager. Vous voulez m'apprendre à nager, je vais mettre 20 ans à nager. Je vais perdre ma vie. Demandez-moi de faire des livres. Mais dès que je suis proche de la mer, je mets une bouée. Dès que vous voyez que vous êtes en train de vous engueuler entre gauche et droite, faites attention. Vous détruisez votre pays. Vous êtes en train on arrive même. D'ailleurs, le RN ne parle pas de gauche et de droite. Il a raison. Ouais. Alors c'est là, Jean-Yves, où il y a peut-être, je sais pas, une divergence. Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Driss Rali. Ce qu'il ne voit pas, c'est que c'est pas nous qui refusons de parler à la France insoumise, etc. Compte tenu de son parcours, le sectarisme... qui en parle si bien de l'identité française. Mais on lui a laissé la parole plus longtemps qu'à moi. Ouais. C'est très français, ça. C'est très français. On laisse souvent plus aux étrangers. Mauvais joueur, très français aussi. On laisse souvent plus aux étrangers le loisir de définir ce qu'est la France qu'aux Français eux-mêmes. Non, mais en l'occurrence, juste une parenthèse. C'est tout à votre honneur parce que ce débat-là ne peut pas avoir lieu en Turquie. Allez dire à un Turc comment il faut se comporter, il ne va pas aimer. D'une part. D'autre part, c'est Jean Messia un jour qui m'avait dit ce qui est incroyable, c'est qu'on parle de l'identité. Est-ce que vous imaginez au Maroc qu'on puisse parler de qu'est-ce que c'est qu'être français, marocain? Mais tant mieux, mais ça vous honore parce que pourquoi vous êtes supérieur au Maroc en termes de PIB par habitant? Vous n'avez pas de pétrole. Pourquoi vous êtes supérieur à l'Algérie en termes de PIB par habitant? Vous n'avez pas de pétrole, pas de gaz. Parce que vous pensez contre vous-même. Ça s'appelle Descartes. C'est pour ça que vous progressez. Tant mieux, continuez comme ça. Juste évitez la repentance et je te rends la parole parce qu'après tu vas me dire... Non, mais il n'y a plus de souci. Je réagissais juste à ce que disait Eric. Très français d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Non, mais il en parle bien. Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, moi, tu sais, j'ai vécu au Maroc. Quand je suis parti vivre au Maroc, ça a confirmé toutes mes intuitions de militants. Tu peux peut-être nous parler de l'identité marocaine. De militants d'extrême droite français. Au Maroc, j'ai découvert qu'en fait, les seuls types qui crachaient sur la France et qui me contredisaient le plus, c'était les gauchistes de chez nous. Et là, ce que je voulais te dire, c'est que le souci, les gens, en effet, sont toujours heurtés de voir qu'en France, les Français ne s'aiment pas entre eux. Et c'est un truc qu'on constate d'autant plus quand on est campagnard en France, c'est que à la campagne, dans le comité des fêtes, tu peux être LFI ou RN ou que sais-je. Moi, je suis très bien inséré dans mon village. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que à la ville et dans les instances dirigeantes, c'est pas les Français entre guillemets de droite, c'est pas le patriote lambda ou l'identitaire qui veut pas causer avec la gauche. C'est toujours l'inverse, tu vois. Donc cette guerre civile, elle nous est menée, on est obligé de la mener. C'est plutôt ça. Ça prouve qu'on peut être immigré, profondément français aussi. Donc moi j'ai une autre question. Non ?
Si, mais. Par dizaines de millions, c'est une question de pas par proportion. dizaines de millions, quoi. Elle a Question raison, de elle a raison. nombre. Question de nombre. Ouais, enfin, une question On de... peut En assimiler des général, individus, les pas des masses. patriotismes en Europe ne sont pas à base raciale. Même en Allemagne, comment s'appellent les Allemands entre eux? Ils s'appellent Deutschen. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être Deutsch? C'est celui qui sait épeler les runes, c'est-à-dire les runes qui étaient la base alphabétique de l'alphabet germanique. C'est pas racial, ça. C'est ceux qui savent épeler les runes, ils sont de ce peuple-là, et les autres sont autre chose. Vous voyez, tandis que l'origine du mot France, c'est quand même des tribus germaniques, les Francs. Donc des fois, on joue à front renversé quand même. Mais aujourd'hui, vous diriez que l'immigration, dans certains cas, alors je pose la question à Erga, pour vous, pour toi, l'immigration, c'est une menace pour l'identité française? Évidemment, oui. Bien sûr, ça défigure complètement l'identité française. On ne peut pas en accueillir des dizaines de millions. Ça accrédite la thèse du grand remplacement. Pour toi, ça existe, ça. C'est factuel, non? C'est pour toi. Comment on peut encore le nier? Il y a Même que à sur les gauche, plateaux même télé, Mélenchon c'est une le thèse. dit maintenant. Même Mélenchon l'a avoué. Ce qu'il appelle Enfin, il parlait pas du même, tout à fait. Enfin, Oui, il appelle créolisation, mais même lui ne peut pas le nier. C'est même ce qu'ils veulent. Oui, l'immigration défigure complètement l'identité française. Mais elle a été Évidemment. préparée. Ce qui a fait le lit de l'immigration, c'est les politiques laïcistes, etc., anti-françaises. Qui défend le mieux parmi les politiques français aujourd'hui notre identité, l'identité française, Jordan, au hasard? Plutôt le camp national. Plutôt Éric Zemmour? Plutôt Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jordan Bardella, enfin tous les partis plutôt à droite, qui n'ont pas tous d'ailleurs la même vision de l'identité. Mais, Et d'ailleurs, qui ne sont pas eux-mêmes, je crois que Jordan Bardella a des origines... Bien sûr, il a des origines italiennes, même berbères, Voilà. Éric Zemmour, juif algérien, enfin voilà, il y a beaucoup d'origines aussi chez Marine ces... Le Pen bretonne. C'est un peu plus local. Mais juste parce que, pour répondre, en fait, concrètement, ce que dit Erga est très juste. Bien sûr que l'immigration défigure l'identité française, mais se poser la question de comment, concrètement. Moi, j'ai toujours mis aussi dans l'identité française la langue, qui est un ferment national incroyable. Et on a souvent considéré que la langue française était devenue officielle. Après, je vais faire un petit peu d'histoire. Après les serments de Strasbourg, de mémoire, c'est 14 février, d'ailleurs on n'est pas très loin, 14 février 842, donc ça va faire un peu 1200 ans à peu près, et c'est là qu'on a écrit un premier texte en France, officiellement rédigé en langue franque à l'époque, en langue française, et ça c'est un ferment. Or, qui détruit aujourd'hui la langue française? Soit des fous d'extrême gauche qui veulent en faire de l'écriture inclusive, soit dans des milieux, dans des cités, dans des banlieues, de jeunes qui ne savent même plus parler français. Vous savez, ce phénomène de l'affrication qui est arrivé récemment dans l'affrication, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, et ça vient notamment dans les quartiers, les descendants d'immigrés, etc., qui frottent les syllabes, qui vont dire jeudi, vendredi, qui parlent comme ça, vous regarderez, voilà. C'est un phénomène qu'avait dénoncé Éric Zemmour. Et d'ailleurs, on lui avait reproché de faire le lien entre affrication et afrique, parce qu'en fait, on dit affrication, s'il y a deux syllabes qui frottent, et ça n'a pas de lien, a priori, avec l'Afrique, et lui avait fait le lien, parce qu'en fait, c'est des jeunes issus de l'immigration qui parlaient comme ça. Donc il y a une déformation du langage, il y a une déformation aussi de la vision de la femme, on en a parlé, il y a une déformation il y a une implantation plutôt de mosquées partout, ce qui défigure aussi nos villes et nos villages. Il y a une détestation avec la charia de nos modes de vie, la consommation d'alcool, le fait d'avoir des hommes et des femmes qui puissent se baigner ensemble dans des piscines municipales. Enfin, toutes ces choses-là, le fait que des joueurs de foot doivent cacher leurs genoux quand ils vont... voilà. Et en fait, tout ça, ça a un impact concret à l'immigration, sur la façon dont ça change la France, mais pas que l'immigration arabo-musulmane. Attention, l'immigration chinoise et l'immigration américaine aussi, les Starbucks, vous en parliez, Driss, partout dans nos rues, il y a beaucoup de choses qui viennent... Tout ça a été permis par un vide, en fait. Tout ça est la côté résultante du américain même et phénomène. côté chinois, qui aussi défigure, parce que quand on nous demande, oui, non, vous dites n'importe quoi, Qu'est-ce qu'il faut faire l'immigration ne déchire pas l'identité. Citez d'après des exemples américains et chinois, je vous assure qu'on voit la différence. Vous allez dans tous les bureaux de tabac en Ile-de-France, ce sont des Asiatiques qui tiennent les bureaux de tabac. Voilà. Et ça veut dire qu'on ne retrouve plus des gens qui nous ressemblent. Comment vous expliquez que ceux qui luttent contre l'identité de la France, justement, ils aient tant d'écho dans l'opinion publique? Parce qu'on le voit, enfin, je sais pas, aller du côté des LFI. C'est sympa de s'ouvrir à l'autre. Ouais. C'est bourgeois. C'est devenu une religion. La religion du pays, c'est le catholicisme. Elle a été évacuée, on a mis à la place la gauche. Et la gauche est devenue aujourd'hui la religion de l'anti-France. Elle n'a pas toujours été comme ça. La gauche a été impérialiste. La gauche est devenue la religion. Ah oui, la gauche a fait la colonisation. Hein. Qui a colonisé l'Algérie? C'est la gauche. C'est la gauche qui a envoyé les pieds noirs là-bas. La France ne voulait pas avoir envoyé les pieds noirs là-bas. Elle voulait une garnison. C'est la Troisième République qui a dit non, je prends 1 million d'Alsaciens, tout ça, des paysans, je les mets là. Comme les Français ne voulaient pas aller en Algérie, ils étaient bien en France, on a pris les Espagnols. Hein, ça donnait Oran, tout ça. Bon.
C'est la gauche qui a fait tout ça. Mais la gauche, après, elle est devenue anti-française. Et les Français, une partie des Français, ceux qui ne sont pas réveillés, prennent l'idéologie de gauche comme l'évangile. Et même si les gens se font violer dans la rue, ou le pays a 3 000 milliards de dettes, c'est comme l'évangile, hein. C'est Dieu qui l'a voulu. Si vous avez un garçon, vous voyez un enfant qui meurt de leucémie, vous n'allez pas vous rébeller contre Dieu. C'est quand même Dieu qui a voulu que le garçon, vous dites, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est la même chose avec la gauche. Quel que soit le bilan, vous avez une partie du peuple qui dit, oui, c'est comme ça se fait pas. C'est une religion. Donc notre problème est très grave. Contrairement aux Américains, me semble-t-il, qui ont gardé quand même une relation avec Dieu, qui fait qu'ils sont moins sensibles, comme dirait les Fox News, au bullshit. Ils voient venir le truc. Nous, on ne voit plus venir. Nous avons un mur autour des yeux qui est un mur religieux. C'est très grave. C'est devenu un gros mot, identité, aujourd'hui, pour vous, Erga? Un gros mot. Pour beaucoup de gens, l'impression Ah oui, c'est très mal vu d'être identitaire. Oui, c'est très mal vu. Chez les Blancs. Ah oui, chez les Blancs, c'est un complexe de Blancs, puisque en réalité, moi j'ai travaillé à l'usine, j'ai eu des collègues maghrébins, africains, etc. Les gens sont très fiers de leurs identités. Oui, il n'y a que chez nous que c'est un petit peu gênant. J'ai parlé de vide tout à l'heure, effectivement, c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné aussi ce qu'était. On est dans une repentance permanente aujourd'hui. Ce que vous disiez, on est obligé aujourd'hui d'en être fier et de réapprendre cette histoire. Mais, quand on enlève le puits du fou du passe culture, par exemple, meilleur spectacle d'histoire au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que la gauche française pour être contre cette idée quand même. Il y a vraiment que la gauche française, c'est-à-dire que le monde entier saurait que le Puy du Fou n'est pas autorisé dans le pass culture en France. Je pense qu'on serait la risée internationale. C'est quand même grave. Ça vous prouve à quel point on est contre notre propre histoire, contre notre propre culture. Il ne faudrait surtout pas être fier d'être blanc, c'est ça, être fier d'être français. Alors, Xavier Hofer, comment vous expliquez que, par exemple, alors même que 70%, d'après ce que je lis, des Français sont pour moins d'immigration, ils ne portent pas au pouvoir un parti qui mettrait un terme à cette situation? Parce que le processus qui consiste à amener un parti au pouvoir est extrêmement long, extrêmement complexe et n'est pas directement politique. Il correspond à des activités de terrain qui, pour beaucoup d'entre elles, sont encore tenues en main par la gauche. Et la diabolisation par les médias est très très puissante. Voilà, et puis aussi le fait qu'il y a des simulacres. Le simulacre, on le connaît, c'est une des figures classiques de la politique française, c'est ce qu'on appelle l'orléanisme. L'orléanisme, c'est Philippe d'Orléans, qui est élu président de la République française parce qu'il est le candidat monarchiste et qui, dès qu'il est au pouvoir, gouverne avec la gauche de l'époque. Il faut lire le titre est un peu rébarbatif, Mémoire d'outre-tombe, mais il faut lire le deuxième volume dans la Pléiade du livre de Chateaubriand, où il explique comment, pendant 1830-1848, les orléanistes ont fait la politique de la gauche. Sarkozy, qui arrive au pouvoir en nous montrant Patrick Buisson et en parlant d'un ministère de l'identité nationale, et qui immédiatement après nous amène au gouvernement des dames, comment on dit, entre guillemets, issues de la diversité, c'est ça, qui en plus de ça sont des étayères gauchistes et épouvantables. Et donc là, vous avez des gens à l'heure actuelle dans le clan orléaniste. Orléaniste, ça veut dire quoi? Qu'il y a deux droites en France, la droite libérale et la droite nationale. Là, on parle de la droite libérale. La droite libérale, vous avez à l'heure actuelle un Darmanin ou un Wauquiez, dès qu'ils seront au pouvoir, ils trahiront, ils passeront à gauche. On les connaît, ils font ça depuis un siècle et demi. C'est pas être cachotier. Alors les braves gens se disent, oui, Wauquiez dit la droite, et puis Darmanin dit, moi, la République, le machin, etc. Okay, Retailleau, non, vous ne pensez pas? Non, Retailleau, il est plus sincère. Mais il est condamné à l'échec du seul fait que,
comme Pénélope, vous savez, le jour elle tisse la tapisserie et la nuit elle la détisse. À l'heure actuelle, vous avez et monsieur... Némésis, il a fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est-à-dire, dans un premier temps, il répond à Alice Cordier, la présidente très courageuse d'ailleurs du collectif féministe, bien entendu, qui partage ses valeurs, et ensuite, à la télévision, il dit non, je ne suis pas proche de ça. Évidemment, ils sont tous comme ça. Le RN défend bien l'identité française. Non, c'est le point important. C'est qu'en même temps que M. Retailleau, en même temps que M. Darmanin nous disent la drogue, c'est l'ennemi, il faut se battre, en même temps, à 5 km d'ici et partout en France, vous avez des institutions qui sont des outils d'aide à la toxicomanie. Vous avez récemment, ce truc est hallucinant, un reportage de l'agence France-Presse qui dit, alors voilà, à Paris, près de la gare du Nord, il y a un endroit, alors les pauvres, ils sont un peu stressés parce que vous savez ce que c'est, ils se droguent, alors ils arrivent là, mais il y a des petites fleurs, on leur offre un café, etc. Et les types arrivent avec leurs échantillons de drogue en disant, voilà, qu'est-ce que je risque en prenant ça, alors on leur fait une petite analyse, et il y a des outils comme ça d'aide à la toxicomanie, et en même temps, vous avez un brave ministre qui dit qu'on va lutter contre la drogue. Mais il se moque de qui? Vous pensez ce que dit Xavier Hofer, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il nous... c'est des ministres de la parole. Hein, D'ailleurs, voilà. Parlait du Rassemblement national, Marine Le Pen disait... Savoir, est-ce que il pense être prêtre ou psy, comme si la parole soignait. La parole des ministres, elle ne soigne pas, c'est les actes qui soignent. À chaque fois, on a une parole très ferme de Gérald Darmanin. Lui, c'est super Bruno menteur. Retailleau, et en fait, quand vous creusez dans les actions concrètes, ça vient complètement remettre en cause la parole. Ça ne change rien sur le terrain. Mais bien sûr, mais Bruno Retailleau, qui va être très ferme sur les expulsions, etc., il partage un gouvernement avec Gérald Darmanin qui vient d'apporter son soutien au Conseil national des barreaux, parce que nous affichons les avocats qui s'emploient à aider des migrants avec 5 300 € par tête de migrant. Et vous avez Gérald Darmanin qui, par exemple, ne voit pas de souci à ce qu'il y ait des préfets en France, dans leur préfecture, qui mettent en place ce qu'on appelle, par exemple, dans le Nord, la CODRES, qui est une commission dans la préfecture du Nord, qui vient, où en fait le préfet délègue le travail d'études de dossiers au cas par cas des migrants irréguliers sur le sol, délègue ça à des commissions qui sont infestées par des associations d'extrême gauche, qui viennent en fait contredire ce qu'aurait pu dire le préfet, nommé et accepté par Emmanuel Macron. Et puis dernier exemple, et vous le connaissez bien, vous allez refaire, c'est dans les centres de rétention administrative où on nous dit c'est des SAS avant qu'ils soient expulsés. Vous avez des associations au cœur même de ces centres de rétention administrative qui apprennent aux migrants comment ils peuvent faire pour maintenir des droits et rester sur notre sol. Donc en fait, c'est complètement incohérent, ça n'a aucune logique. C'est le serpent qui se mord la queue, on finance 1,2 million à hauteur d'1,2 milliard d'euros les associations pro-migrants, et on explique en même temps qu'on va mettre fin à tout ça. Et cet argent, c'est de l'argent de l'État. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Moi, je les croirais le jour où ils couperont toutes ces mannes-là et qu'ils seront cohérents dans les paroles et dans les actes. Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Question rapide pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger notre identité, Driss Ghali ? L'accepter telle qu'elle est, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière, parce qu'il n'y a pas que des zones de lumière, il n'y a pas eu que Napoléon, il n'y a pas eu que... Voilà. Et essayer d'en faire quelque chose. C'est de dire que... c'est dire qu'on n'est pas fini, la preuve des Américains, qui rebondissent, et que même si on a un handicap, on peut marcher. Parce que si on attend la perfection d'avoir tout qui va bien pour être soi-même, on n'y arrivera pas. Il faut être soi-même malgré les difficultés, malgré ses propres défauts. Et se dire aussi que, pour se rassurer un peu, se consoler un peu, l'identité est un problème mondial. C'est le 21e siècle sera identitaire. Les Chinois, ils sont... Ou ne sera pas. Oui, si c'est la fin du monde, vous me dites, je prends un verre rapidos de whisky. Parce que... Ça tombe bien. Non, mais les Chinois affichent leur identité chinoise, confucienne. Hein. Les Russes, les Turcs, on peut être d'accord ou pas, peu importe. Et l'Afrique du Nord continue dans le sous-développement parce qu'elle n'a pas guéri son identité. Vous voyez, les Américains sont apparemment en train de redécouvrir leur identité, guerrière, un peu méchante, énergique, virile. Hein, c'est des cow-boys. On a Trump, on a un cow-boy de 80 balais. Donc, mais ils ont raison. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on surdramatise. Tout le monde a des problèmes d'identité. Il faut juste, c'est comme dans une thérapie, il faut un peu se laisser aller. Il faut faire le premier pas et ne pas avoir honte de soi-même. On nous a appris à vouloir être le premier de la classe. On peut réussir, même si on n'a pas 20 sur 20. Même si on part avec un handicap, d'autres pays l'ont fait. Jean-Eudes, est-ce que vous pensez qu'un jour les identitaires seront au pouvoir ?
Mais le RN, j'aurais bien aimé que quelqu'un me réponde sur la défense de l'identité française par le RN. Je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'être identitaire, c'est pas un programme. C'est comme être conservateur, c'est un tempérament, c'est placer certaines choses en priorité dans un programme politique. Mais on peut être républicain identitaire en théorie ou monarchiste et identitaire, etc. C'est pas une doctrine politique en tant que telle. Maintenant, concernant le RN, pour défendre l'identité française, c'est vrai qu'on les entend dire que Retailleau, c'est le ministère de la parole. Mais moi, le RN, comme Reconquête, comme tous les opposants politiques actuellement, ce sont vraiment les opposants de la parole. C'est-à-dire qu'eux vous expliquent qu'eux, au pouvoir, vont faire mieux. Mais en 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois 40 ans d'existence, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en faveur de l'identité française? Depuis peu de temps. Oui, non, mais les millions d'euros. Non, mais par exemple, les millions d'euros qu'ils ont. Bautière, c'est un RN qui maintient coûte que coûte contre des pénalités de l'État. Ça crèche dans sa mairie. Non, mais très bien, mais quand ils ne sont pas élus et qu'ils brassent des millions d'euros et qu'ils ont plein de salariés, est-ce qu'ils mettent en place des trucs pour aider des écoles hors contrat qui maintiennent l'identité française? Est-ce qu'ils mettent en place des associations, du tissu associatif comme le fait la gauche pour aider l'identité française, là où la gauche, elle a un tissu. La gauche a un tissu associatif pour appliquer son programme si jamais elle prend le pouvoir. La droite est là à espérer après les élections. C'est-à-dire qu'en fait, on a les héritiers de la droite légitimiste qui est en train d'espérer prendre le pouvoir dans la République qui, de toute façon, a en interne plein de contre-pouvoirs qui l'empêcheront de mettre en place son programme si jamais elle ne daigne pas s'intéresser à autre chose que ce petit thermomètre qui est le résultat électoral. Allez, Erga, dernière prise de parole avant la conclusion de Xavier. Non, mais pour préserver l'identité française, il faut simplement arrêter l'immigration, entamer la remigration et réapprendre à être fier de ce qu'on est, et réapprendre aux Blancs et aux Français à être fiers de ce qu'ils sont, de leurs ancêtres, de leur héritage, de leur histoire, c'est tout. Vivre l'identité française, en fait, déjà. C'est-à-dire, moi, en parler et l'incarner, ce serait déjà très bien. En s'habillant comme ça. Voilà, en s'habillant comme moi. Et suivre le compte X d'Erga, au hasard. Hein. Bon, allez, avant de présenter les derniers dessins d'Ignace, Xavier, au terme de cette émission, vous êtes plutôt quoi, optimiste, vous, sur l'avenir de la France, sur ce sujet de l'identité française? Vous pensez, parce que j'entendais un jour, je crois que c'était Michel Onfray qui m'avait dit un jour que finalement toutes les civilisations aussi, là je voyais au sens plus large, sont appelées à disparaître, que c'est un mouvement inéluctable de l'histoire. Une civilisation et un État-nation sont deux choses différentes. Ouais, c'est vrai. On a résisté à tout pendant 15 siècles, on durera encore un certain temps. Et on a la recette. La recette, elle est simple. Quel est le boulot d'un dirigeant politique digne de ce nom? C'est-à-dire pas les clowns et les pitres qu'on a eus dans les 25-30 dernières années. C'est simple. Raymond Aron nous a donné la recette, je crois que c'était en 1992. Elle tient en une phrase. La recette du pouvoir de l'État-nation, c'est simple. Respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Voilà, la recette, elle est simple. Pour qu'un dirigeant politique d'un État-nation, le président de la République, son Premier ministre, fasse leur boulot, il faut et il suffit que le pays sur lequel ils ont autorité soit respecté à l'extérieur, autrement il est envahi. C'est pour ça qu'on a peut-être un président respectable. Et en paix à l'intérieur, c'est-à-dire pas la guerre civile et pas le bazar, quoi. À l'heure actuelle, on n'est ni l'un ni l'autre, on se fait virer de partout en Afrique et à l'intérieur, il y a le milieu criminel. Et qu'on ait des représentants qui soient un peu plus respectables, c'est ce que je disais. Oui, évidemment. Parce que Mais en tout cas, pas ceux-là de maintenant. Peut-être s'engager aussi, parce que finalement, on reproche au RN, aux Reconquêtes. Finalement, derrière, il n'y a pas grand monde pour reprendre le flambeau du combat politique. Non, mais il y a très peu de gens qui incarnent. Les Français de droite adorent regarder TVL, c'est très bien. Aux milliers de spectateurs qui vont regarder TVL, bravo. Bravo de faire des dons à TVL, mais aussi allez dans votre quartier, allez dans votre village, faites des choses, ne laissez pas la rue, les associations et l'initiative aux gauchistes, parce que sinon vous êtes voués au déclin et à la disparition. Voilà. Allez, on termine avec le dessin d'Ignace qu'on salue. Les Français ne s'aiment pas. S'ils apprenaient à connaître la France, ils finiraient par s'aimer les uns les autres. Bravo Ignace. Pour maintenir l'identité gauloise, on dresse plein d'obélix comme place de la Concorde. Voilà, joli. Pour défendre notre identité, on se bat avec nos valeurs. On le voit avec une bouteille de vin. Ça va bien avec Bistro Liberté d'ailleurs, tiens, pour toi Jordan. Enfin, surprise au débat de Bistro, celui qui a le plus défendu l'identité catholique de la France, c'est Driss Ghali. Bravo, 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 bravo Driss. Voilà, alors si vous préférez
Voilà, les coups de crayon, coups de couteau, eh bien, commander un portrait ou une caricature, c'est simple. On va afficher le site d'Ignace, c'est sur designace.com. Et puis, alors, vous avez, en tant qu'invité d'honneur, vous avez un petit privilège, vous terminez avec un cadeau. Donc, d'abord, un portrait d'Ignace, vous voyez. Ouais. Je vais le montrer ici, voilà, c'est vous, Xavier Hofer. Pas mal, On peut le voir à côté de vous. Bravo, Ignace. Et rigolez pas trop, parce que ça, c'est la version caricature. Voilà. Ah ouais. Voilà. Allez. Avant, après. Voilà, avant et après. En tout cas, voilà, merci à vous tous. Merci Driss Ghali. On rappelle donc ce livre, vraiment, que j'invite tout le monde à se procurer. Je pense qu'il est accessible sur la boutique de TVL. Donc, Driss Ghali, l'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. C'est aux éditions L'Artilleur. Vraiment magnifique. Merci beaucoup, Driss Ghali. On peut vous applaudir bien fort. Merci. Jordan, on rappelle donc ton boulot de reporter, bien sûr, sur Frontières, avec un spécial consacré à l'immigration qui est disponible en kiosque actuellement. Erga, toujours disponible sur X, évidemment. Et sur puis, Insta, merci sur YouTube. Et sur YouTube, bien sûr, voilà. Donc, je vous invite à suivre Erga. Et enfin, Jean-Eudes, bien sûr, qui revient maintenant plus régulièrement, mais il habite Nantes, donc c'est un peu plus... Non, j'habite Angers, mais vu de Paris, tout semble un petit peu lointain. Tout semble pareil, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier, s'il vous plaît, bien sûr, à commencer par le public. On peut bien sûr remercier tout le public. Et puis, bien sûr, toute l'équipe. Il y avait ce soir à la réalisation, comme d'habitude, Raphaël. On applaudit Raphaël. Au son, il y avait Pierre. Au cadre, il y avait ce soir Maxime, Charles, ainsi que Sébastien. On vous applaudit bien fort. À la production, comme d'habitude, Arnaud Soyer, ainsi que le fondateur de Bistro Liberté, Martial. Et puis bien sûr, Marine, on l'applaudit bien fort, Marine. Sans oublier Charles Mathieu, qui était derrière nous. On se retrouve dans 15 jours. Et vraiment, soyez bien fidèles au rendez-vous dans 15 jours. Ce sera un Bistro Liberté exceptionnel. Je n'en dis pas plus. À dans 15 jours. Bye bye.